Ok, bonsoir tout le monde. Alors, nous avons avec nous notre premier invité, Fahd Fakher. Alors, merci d'être venu à Ça reste entre nous. C'est moi. Alors, Fahd est un grand ami à Youssef. Alors, Youssef, est-ce que tu pourrais nous présenter succinctement Fahd tel que tu le connais toi? Alors, Fahd est un ami d'enfance, un de mes amis les plus proches. Ouais, ça fait 25 ans à peu près qu'on se connaît. Et j'ai tenu à ce que je le reçoive vraiment le plus tôt possible dans ce podcast parce que on en avait parlé sur si tu veux, le cachet qu'on veut donner à ce podcast, oui. et la démarche qu'on veut avoir, c'est de partager avec nos amis des personnalités en tant que telles, avec qui on a partagé des choses et qu'on a l'humilité de dire que ça va parler à tout le monde. Oui. Vraiment, ça va parler à tout le monde et c'est des aventures humaines qui sont vraiment top. Et moi, Fahd, on s'est connus au lycée, plutôt au collège, et on a tout de suite accroché parce qu'on avait les mêmes passions. On a tout de suite découvert qu'on avait les mêmes passions. Et c'est-à-dire donc alors le sport en premier lieu, après la musique. Et après, on a vécu plein de choses ensemble. Et quelque chose qui va peut-être parler à beaucoup de monde, surtout les gens de notre génération, c'est le phénomène de clique. Donc, on a tout de suite développé une clique. Clique, ça fait gang directement. Voilà. Mais c'était vraiment ça. C'était vraiment une clique qui est, bien sûr, je n'ai pas peur de le dire, ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'on a toujours cet esprit-là jusqu'à aujourd'hui. On citera les personnes. Alors, la même clique, vous avez toujours la même clique? On a toujours la même clique, même si les destins sont un peu séparés, chacun est dans un pays ou pas, mais dès qu'on se retrouve, c'est juste incroyable. On se retrouve avec en 97 en baggy, en débardeur Jordan, et c'est pas possible. L'état d'esprit est toujours là. Donc, Fahd, pour moi, représente ça pour moi. Un grand passionné. Un grand passionné. Représente ça et représente cet effet générationnel pour lequel on voudrait partager avec tout le monde. Et pour le coup, voilà. Est-ce que ça te parle ce que j'ai dit? Est-ce que ça résume cette présentation? Est-ce que ça résume notre relation? Déjà, ça me touche ce que tu me dis. Merci super, beaucoup. Super. Et je suis déjà très content d'être là. Écoute, merci à vous, les gars. Je tiens à vous encourager beaucoup pour ce que vous faites. Déjà, c'est juste génial. Merci, Habibi. Je suis heureux d'être là pour ce premier, on va dire, épisode. Oui, premier épisode. Et j'espère être là pour le tout le reste. Pour le dernier. Pour tous les épisodes. Demain, si on peut te rappeler la semaine prochaine, tu pourras même être là même pour le dernier. Non, c'est vrai qu'on se bat, comme il a dit Youssef, on se connaît depuis assez longtemps. On s'est connus à travers le sport, à travers le basket surtout, c'est vrai, la musique aussi. Et jusqu'à présent, on n'a jamais cherché à... On ne s'est jamais séparés. Voilà. Alors, le basket, parle-en-moi un peu. Tu jouais dans des clubs, On jouait tous dans des clubs. D'accord. On jouait tous dans des clubs. C'est-à-dire que... Des clubs ici à Rabat, donc le exact. Oui, etc. En fait, on s'est connus, on devait constituer des équipes, bien sûr, comme on était tous à Descartes, on a constitué des équipes il fallait participer aux Jeux de la Mission. L'AS. Et on s'est tous retrouvés une fois. On a été inscrits, chacun connaissait tout le monde et... On s'est dit, allez, on va constituer, on est tous de la même génération, on va constituer notre propre équipe. Et à force de se connaître, on s'est rendu compte que chacun, en fait, jouait dans un club. D'accord. Par exemple, moi, je me souviens à l'époque, je jouais au Phare. Youssef jouait au FUS. Exact. D'autres amis qui jouaient au PTT et compagnie. Donc, amis pendant les Jeux de la Mission et dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Ennemis pendant le championnat. Est-ce que le niveau était bon à l'époque? Le nôtre? Oui. Il était excellent. Vraiment. Ouais. Non, vraiment. Non, moi qui suis toujours dedans, j'ai pas de mal à dire sur d'autres sports, même le basket, si le niveau avait été meilleur aujourd'hui ou quoi que ce soit. La génération des années 90 au basket, d'ailleurs, c'est pas pour rien que le meilleur joueur de tous les temps est dans les années 90, qui est Michael Jordan, et ça
révolutionner ce sport-là. Et comme ça, c'est des phénomènes qui arrivent où des gens, d'un seul coup, se retrouvent à jouer beaucoup. On jouait des heures et des heures. On jouait en club, on jouait au lycée, on jouait dans des clubs institutionnels, genre l'OFA, Riyad et tout, dans des clubs, des clubs sportifs en dehors. De merde. Non, au contraire. Quand tu commences à faire comme ça, je ne sais pas comment on les appelle. Ce qui est fou, c'est institutionnel, c'est ça. C'est fou, c'est comment se tuer pour trouver des terrains vides. D'accord. Comment se tuer pour trouver des terrains avec un cerceau droit. Parce que les clubs, les clubs sportifs, c'est-à-dire les phares, les FUS, ils avaient souvent un terrain maximum, d'ailleurs, dédicace aux FUS, qui avait un terrain qui s'appelait Tiranullah. Il est à tout le monde. D'une part, et il est en plein air. D'accord. Et on jouait dans des conditions vraiment pas très faciles parce qu'on jouait chat, on jouait. Alors les phares avaient l'avantage d'avoir une salle parce qu'ils jouaient la base militaire qui est aujourd'hui devenue le Rabat Center. C'est là-bas il y avait la base militaire. Donc, mais c'était des terrains qui devaient accueillir toutes les catégories. Même les petits, le sous-mini, le senior. le poussin. Il y a même le poussin, Benjamin, donc tu imagines bien que tous les créneaux étaient tous après les cours. La semaine. Donc, je pouvais jouer 2 fois, 2 entraînements par semaine. Et ceux qui avaient de la chance pouvaient s'entraîner aussi samedi. Et dimanche, il y avait les matchs. La situation aujourd'hui est meilleure pour les terrains. Ce qui est terrible, c'est que pour les équipements, il y a tout ce qu'il faut. Parce que les terrains de proximité. Exactement, jouer, il y a plus de salles et tout ça. Mais malheureusement, le niveau. En fait, pour résumer la situation du niveau de basket national, si jusqu'à aujourd'hui, tu as des athlètes, les meilleurs, aujourd'hui, sur les meilleurs en mon âge. Aujourd'hui, ceux qui sont toujours les meilleurs, Mustafa Khelfi. Il n'y a pas de relève. Il y a la relève, mais il y a eu un écart. On a connu un drame parce que tu imagines que le championnat basket depuis marocain, 3 ans maintenant. 3 ans s'est arrêté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Pour des raisons qui vont... Politiques, mais qui sont difficiles à expliquer parce que même moi qui suis dedans aujourd'hui, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. C'est vrai, toi, tu es à fond encore dedans. Oui, donc je suis dans le comité de le fait et grâce à un nouveau président, un jeune président qui est Mehdi Medani, qui m'a appelé pour participer à cette aventure et c'est juste miraculeux ce qu'il fait. Pour pouvoir revenir et prendre un cadavre pour le faire renaître et que les joueurs n'ont pas joué pendant 3 ans. Sauf que la grande difficulté, c'est que dans notre génération, c'était amateur. Mais très peu de professionnalisme. Ils arrivaient à payer 1 joueur, 2 joueurs. Ils n'arrivaient pas à payer toute l'équipe. Et d'un seul coup, dans les années 2000, il y a eu le professionnalisme, il y a eu beaucoup d'argent et tout. Et il y a 3-4 ans, il s'est passé une mainmise sur la Fédération nationale, la Fédération royale de basketball, pour des raisons complètement... Je suis incapable de vous expliquer parce que personne ne le comprendra. Des poursuites judiciaires, des trucs moins mais ça a paralysé le basket jusqu'à ce que ça devienne juste ubuesque. C'est malheureux d'entendre ça parce que tu sais pourquoi tu t'es dit à un moment donné, quand je me dis... Est-ce que le basket est mort complètement? Les gens pensaient qu'il était mort. Moi, je pensais qu'il était vraiment mort. Bien sûr. Alors, depuis peu, j'habite à Lagdal et juste derrière chez moi, il y a un terrain de basket. Et je ne l'ai jamais vu plein. Jamais vu. Alors peut-être un gosse ou deux en train de shooter. Mais dès qu'on a lâché les gosses après le confinement... Alors, tu sais pourquoi, Fed? Je vais te dire, tu ne vas pas me croire. Tu sais pourquoi? Tous les terrains de basket aujourd'hui sont pleins. De plus en plus. Kobe. Dès que Kobe tu es presque. Ça a relancé. Tu es presque, non. C'est The Last Dance, le documentaire sur Jordan. Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'ai oublié ce détail. Tout le monde l'a vu. T'es bon, prends ma place. Tout le monde l'a vu pendant le confinement. Moi, mon neveu qui a 17 ans ne connaissait le basket qu'à travers moi. Et il était foot, comme tous les gamins. N'oublie pas que on avait le streetball, nous, à l'époque. Tu pouvais jouer dehors, bien sûr. Bien sûr. Les compétitions hand-one et tout ça. Et donc, ils ont découvert ce phénomène-là. Tout le monde est revenu vers le basket d'un seul coup. En tout cas, aujourd'hui, ils essayent de reprendre le chemin. Mais pour te dire, le niveau, tellement il s'est effondré qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs sont des gens qui ont fin trentaine, début quarantaine. Donc, malheureusement... Donc, est-ce qu'on pourrait... Oui, c'est un petit peu de placement de produits. Alors, ils ne sont pas encore disponibles pour on n'a pas encore fini de les payer. Mais bientôt, ils seront bientôt disponibles si vous voulez vous en procurer. Donc, voilà, ça a été notre chance d'avoir découvert ce sport-là à cette période-là. Oui. Et Fahd aussi, ça s'est fait comme ça, en fait. Et ça nous a donné beaucoup de chance. Et bien sûr, je fais un lien naturel. Qui dit basket, dit musique. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Musique, comment tu... c'est le seul sport dans ta vie Je vais te dire pourquoi. Oui. Parce que le basket, il y avait... comment ça s'appelait déjà?
je me souviens, il y avait le hip-hop. C'était l'âge d'or du hip-hop. Non, il y avait... la cassette qui a... C'est celle-là. Attends. NBA Jam Station. NBA Jam Station. Exactement. On passait des clips de basket. basket. On prenait les meilleurs joueurs, ils choisissaient sur un morceau de hip-hop et on faisait des highlights sur le Smith. Donc ça a transformé nos vies. On mettait la musique pour aller jouer au basket en écoutant la musique. Ouais. Si je me souviens, il y avait qui? Allez, attends, je vais t'en sortir un. Golden State. Tim Hardaway sur Rex and Effect. Bravo. Pour ceux qui veulent la voir, elle est sur YouTube. NBA Jam Session, elle est sur YouTube. Je sais pas ce que c'est. C'est Rex and Effect. Si, ils doivent la voir. Là, les meilleurs fois. Non. Donc, ce qui a fait le lien avec... On a écouté de la musique en jouant au basket. D'ailleurs, c'est le seul sport où il y a eu un phénomène musical qui s'est lié à un sport. Et même vestimentaire. Je connais pas beaucoup de sports qui ont eu un phénomène vestimentaire. Il n'y avait pas un clip de hip-hop où il y avait pas un ballon de basket, Michael Jordan, Michael Jackson. Exactement. Voilà. Donc c'était ça. Donc là pour le coup on a partagé ses passions ensemble. Et mais maintenant je veux que lui il nous raconte j'ai chaud. J'ai envie de rejouer. Donne-moi un ballon. Non, parce que ça me rappelle. Non, j'ai passé tellement. On était tout le temps en short. On était tout le temps en short, avec un ballon toujours entre les mains. On se faisait parfois virer de cours. Pourquoi? Parce qu'on rentrait avec notre cartable et un ballon. Et trempé de sueur. Tu vois, et trempé de sueur. Qu'est-ce que vous foutiez pendant la récré? Je me souviens. Cool. À l'époque, si on mettait un jean, on tombait. On savait pas marcher. on était tout le temps en short. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et là, Et donc là, lui, pour le coup, quand il a découvert les sports de combat, alors je veux que tu nous racontes comment tu l'as fait. Parce que moi, je te connais surtout pour ta carrière, on va dire, ou ta passion de sport de combat. Alors, est-ce que tu peux... Comment c'est venu J'ai été basketteur. J'ai toujours souhaité faire une carrière en sport-études. D'ailleurs, j'ai beaucoup été encouragé par un de mes profs de sport que je croise tout le temps, encore que j'ai sur Facebook, qui est M. Jonah. Dédicace à M. Jonah. Et qui était notre prof. Et qui était notre prof pour... prof de sport et notre coach de basket. De coach pendant les Jeux de la mission. Et surtout qu'on était tous des gars de club. Quand la compétition arrivait... Dans le basket, il n'y avait pas de compétition, sincèrement. Juste assis-toi. En fait, laisse-nous jouer. Et de temps en temps, il se levait, il fait allez, faites une défense zone. Genre, je participe, ne me tapez pas la honte. C'est vrai, en jeu de la mission basket, que ma génération, j'ai nos amis qui ont 2 ans ou 3 ans de moins que nous, Hakim Idrissi, Kamel Kabo, qui étaient des phénomènes encore plus incroyables. Il n'y avait pas de compétition au basket. Le foot, oui. Le foot, il y avait une vraie compétition. Les Casablancais, les Rbaté, les Mknessi, tout ça, il y avait un vrai niveau. Parce que pour le coup, il y avait des gens qui jouaient en club et tout. Mais basket, il n'y avait pas photo. Des fois, les gens d'Agadir pouvaient de temps en temps tenir tête, tout ça. Mais des fois, on se retrouve en finale les deux équipes de Descartes. L'équipe A et l'équipe B. On l'a je te jure, on se retrouvait en finale l'équipe A et l'équipe B. Notre bête noire, c'était Agadir. Parce qu'il y avait un géant, je me souviens à l'époque, il y avait un géant qui jouait en club, ils étaient bons, l'équipe d'Agadir. Ils étaient bons, on les éclate. Après, ça n'a pas marché pour sport-études, parce qu'il fallait être bon en sport. Et en études. En études. Donc. Mais tu voulais le faire en France, c'est ça? Non. Non, je sais pas. Peut-être en Espagne, peut-être en Allemagne, peut-être. 9-9. Non, c'était en France. 9-9 pour les gens. Non, je voulais. Il mourra pas avec son petit 9-9. On en a vu d'autres. Je voulais le faire en France, mais c'est vrai que j'ai été démotivé. Après, j'ai découvert le sport de combat. Comment? Alors, le sport de combat, en sortant du lycée, je me suis fait casser la gueule par un gars. Ah bon? Comment est-ce possible? Non, je me suis fait casser la gueule par un gars et je me souviens, rapide, la chose a été réglée par mon grand frérot. Reda, à partir de ce jour-là, je me souviendrai toujours quand mon frère m'a attrapé. Il m'avait dit, tu ne pourras jamais compter sur moi toute ta vie. Je compte toujours sur mon frère. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais pour ces situations-là, il ne sera pas toujours là. Et voilà, surtout pour ce genre de situation. Et un jour, j'étais avec mon ballon un mercredi après-midi. Il me dit, tu vas où? Je lui fais, je vais à l'entraînement des phares. On a un match dimanche. Il me dit, ok, tu laisses tomber ce putain de ballon, excusez-moi, et tu vas et tu montes dans la voiture. Bon, ok.
Je monte avec lui. Il m'achète ma première paire de gants, pantalon de full contact. Je me souviens, j'avais des gants bleus SDI. J'adore ce genre de détails. Et un pantalon blanc avec ça t'a marqué. Une bande rouge. Et voilà, j'ai commencé mon premier cours de full contact. Je me suis dit, quoi, mon frère, il m'inscrit dans un sport de contact, un art martial, un sport de combat. Moi, je voulais le vrai kimono. Je voulais la vraie ceinture, tu vois. Ah oui, le truc envoyé, karaté, en Asie, etc. Je voulais faire le dangereux, tu vois. Surtout le petit Jackie Chan. Exact. Et non, c'était pas ça. Je suis rentré dans mon premier cours. Je me suis fait tabasser par un gosse, par un petit de taille aujourd'hui qui est mon ami, qui est mon pote et qui est champion du monde plusieurs fois, qui est au Qatar et qui est Essam. Salut. Si tu es de passage à Rabat, et j'ai accroché. On était un tout petit club qui est C'est un gym à Lagdel, qui est mon club de cœur. Et on est tous restés, tous les combattants, tous les athlètes de l'époque, on est tous restés connectés. Et aujourd'hui. Alors, j'ai une question pour toi. Si Mohamed Jami, notre pote, est-ce que vous avez commencé en même temps? Ou là, il a commencé avant toi? Alors, qui c'est Mohamed Jami? Mohamed Jami, il fait partie de notre bande, mais c'est mon plus vieil ami. Exactement. Moi, je les ai connus en même temps. D'accord. Moi, ils se connaissaient depuis tout petit. On a toujours été ensemble depuis le lycée, depuis le primaire. Depuis le primaire. Et on s'est séparés au lycée. Lui, il est parti à Descartes, moi, je suis parti à Saint-Exupéry. Et un jour... Syntex? Non, Syntex, je connais quelqu'un de Syntex. On s'est compris, le message est passé comme une lettre à la poste. Et un jour, on était en train de jouer. G nous avait rejoint dans le club, parce qu'on l'appelle G. Nous avait rejoint dans le club des phares pour intégrer notre équipe. Et de basket, oui. On avait un très gros match le dimanche et il s'est excusé auprès de l'entraîneur. Il a dit, écoute, je ne peux pas participer au match ce dimanche. Je lui ai fait, pourquoi? Genre, donne-moi une raison valable. Il lui fait, non, j'ai une compétition de full contact. Ah, d'accord. Ah ouais. C'est mon pote, j'ai pas vu depuis très longtemps. Je lui dis, tu fais quoi comme sport? Il me dit full contact. Je fais, t'as quel club? Il me fait, je suis au Royal. Je fais, moi, je suis au Saint Gym. Il y a 500 mètres. Ah, c'est ça, c'est la même rue. Et j'ai jamais su qu'il était là-bas. C'est dingue. Et voilà, après, lui, il est coach professionnel en France aujourd'hui. De quelle discipline? En sport de combat, il est plutôt en boxe taille aujourd'hui. Plutôt boxe taille. Voilà, mais généralement aujourd'hui, tu sais, notre génération, on touche les sports de pied. Ça s'appelle le sport de pied-poids. Alors justement, dis-moi un peu les pieds-points. C'est-à-dire, il y a le full contact. On entend plein de trucs. On entend full contact, K1, on entend etc. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça rapidement? Bon, en restant sur les sports de pied-points, on va commencer. Moi, je vais essayer de mettre un peu d'ordre. Tu as la boxe française qui est de la savate. D'accord. Voilà, tu as la boxe française, qui est un sport de pied-point, mais avec une tenue, une sorte de combinaison, un collant, et on joue avec des chaussures comme de boxe française, d'accord. Avec des pointes. D'accord, ok. Après, tu as le full contact, qui est en pantalon, avec une ceinture, et tous les coups sont au-dessus de la ceinture. D'accord. C'est des coups, les jambes, les poings. La tête, pas de problème. La boxe, pas de problème. Bien sûr, on utilise des techniques de boxe plus les jambes. D'accord. Mais au-dessus de la ceinture. Bien sûr, on a le droit le balayage. C'est ça. Ah, tu peux faire du balayage. Voilà, c'est le seul coup qui est. Middle kick, high kick, etc. Mais juste pas de low kick. Voilà, exactement. D'accord. Après, il y a le kickboxing qui est du full contact, plus les low kicks. D'accord. Après, tu as le K1 Rules, qui est du kickboxing, plus des coups de genoux. D'accord. OK. Et enfin, tu as la boxe taille, qui est du kickboxing, et on rajoute les coups de genoux, les coups de coude et les projections. Alors, quand on dit boxe taille, c'est Muay Thai, c'est la même appellation. Ouais, c'est le la même appellation. D'accord. Est-ce que c'est populaire ça au Maroc, le Muay Thai? Les sports de combat? Oui. Le Muay Thai en particulier, parce que je sais que ça saigne beaucoup, parce que les sports de combat sont très populaires, surtout dans la discipline. On est très très bon. On est bon. Ouais. Est-ce que tu conseillerais à des parents d'envoyer leurs gosses faire du karaté comme on en a tous fait? On a tous fait ça au début. Des arts martiaux, faire du karaté, faire de l'aïkido, faire du vietnam. Moi, je conseillerais à tous les parents d'orienter leur fils sur n'importe quel sport individuel, pas juste les sports de combat. C'est pas bon. Les sports de combat, ça serait bien aussi, d'accord, mais enfin un peu mieux. Parce qu'on a un peu d'appréhension au sport de combat. Mon fils, il va se faire tabasser. Moi, j'ai toujours été d'accord. J'ai toujours souhaité et encouragé les parents à orienter leurs enfants sur un sport collectif et surtout aussi un sport individuel.
Tout le temps. Moi, c'est comme ça qu'on a toujours fait, nous. On a toujours joué un sport, les deux. Le tennis, basket, tennis, foot, sport de combat. Les sports co, tu as la chance de les découvrir à l'école. C'est Mis ça. à part l'athlétisme aussi, individuel, mais tu restes toujours en gros. C'est ça. Les sports de combat, c'est différent. C'est-à-dire que ça t'éduque sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Non seulement, premièrement, la discipline. Ne jamais sous-estimer qui que ce soit. C'est l'hygiène, ça va de tout. Le respect, la persévérance, le courage. Ne jamais lâcher quoi que ce soit. Et j'adore, moi, surtout mais bon, je ne coach pas les sections, les petites sections, les débutants, si tu veux. Je donne ça à l'un des meilleurs pédagogues qui travaille chez moi aujourd'hui dans mon club, au Elite Headquarters, qui est Mustafa Dib, qui était mon premier coach quand j'ai commencé, et qu'aujourd'hui, cette personne travaille pour moi. C'est mon ami, c'était mon coach, et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs pédagogues pour les jeunes. C'est un accompagnement progressif qu'il fait pour les jeunes. Il leur apprend progressivement le respect, la discipline et bien sûr les techniques de sport de combat. Donc moi, pour moi, ça reste quelque chose de très important. J'adore encourager les petits à non seulement les recadrer s'il y a quelque chose à recadrer, et en même temps les pousser, que ce soit même pour les adultes, à essayer d'utiliser leur performance ou tout ce qu'ils apprennent dans une salle de sport dans leur vie de tous les jours. L'exporter en dehors. C'est très, très important. En fait, même la valeur la plus... En fait, c'est toujours, comme tu as si bien dit, Jawad, le côté violent. Parce qu'on pourrait avoir une perception. Bien sûr. Pourquoi on a cette perception? Ça arrive. Pourquoi on a cette perception-là? Parce que c'est des sports, bien sûr, violents, parce que c'est des combats. Mais ce que oublient les gens, c'est que ces sports-là sont déjà très réglementés et que l'état d'esprit d'un sport de combat ou d'un art martial s'accompagne de valeurs qui sont exceptionnelles. Le respect de ton adversaire, l'humilité quand tu perds, accepter toujours de perdre et de respecter la défaite, c'est-à-dire que tu acceptes la défaite comme d'accepter la victoire. Et c'est drôle à dire. Dans nos entourages, ceux qui ont côtoyé des gens qui font des sportifs de haut niveau, de sportifs qui font des... Sincèrement, je le dis en toute sincérité, c'est des gens qui sont très, très, très contrôlés dans leur... Ils ont beaucoup de self-control dans leur vie. Quand tu fais des sports de combat, quand tu as une parce que c'est toujours avec l'image qu'on a, s'il y a une altercation, il va être violent, il va c'est souvent celui qui va calmer le plus et qui va être plus serein, qui va se dire, parce qu'il sait très bien que il a une technique de combat et qui peut faire très mal à quelqu'un qui ne sait pas faire et tout. Donc, et son coach, Wafad, le sait. Moi, le peu de karaté que j'ai fait quand j'étais petit et tout, il nous dit, si par malheur, je sais que l'un d'entre vous fait ça à l'école ou la shihajara, je le saurai et vous serez plus que puni. Parce que pour eux, tu n'es pas censé utiliser ça comme quelque chose d'offensif, comme quelque chose de tsar ou bon, donc bien sûr ça arrive que des gamins vont aller Youssef, tout est le travail du coach. Exactement. Par exemple, chez moi, bon, je parlais de moi, je n'ai jamais, et ça a été les instructions que j'ai toujours données à mes coachs qui travaillent, je n'ai jamais donné un exemple du combat de rue ou bien même بالضحك tu vois ديك عندك يخرج لك شي واحد لا زعما ضربوا شي واحد هكا في فمو في الزنقه non ça fonctionne pas. Et même j'ai toujours prévenu, surtout que je mets en garde les petits, tu vois ce que je veux dire, surtout quand on voit un petit groupe de 3-4 où les parents viennent ensemble, que gars, ce sont des amis à l'école et tout, ils vont venir, ils vont s'inscrire en même temps pour découvrir le kickboxing, bah, je les recadre déjà dès le début. Je leur dis attention, si je vous vois une fois que j'apprends qu'il y en a un qui s'est disputé à l'école ou quoi que ce soit, vous ne revenez plus jamais ici. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou bien des mises à pied. Je ne laisse pas pendant une semaine, 2 semaines. Ça revient à ce que tu as dit, la discipline. C'est ça la rigueur. Oui. Mais je suis très martial dans ma tête. Je suis très martial. Je suis vraiment de la vieille école. C'est pas, je ne suis pas les clubs modernes où tu peux venir, par exemple, viens, je paie mon abonnement, je fais ce que je veux. Non, tu viens, tu paies ton abonnement. Certes, tu achètes ton équipement, pas n'importe lequel, celui que je t'impose, parce que bien sûr, il y a un type d'équipement à bien respecter. Mais une fois que tu rentres, d'accord, tu te plies aux règles. C'est le respect, l'hygiène, d'accord,
et tu respectes ton club, tu respectes ton tatami, tu respectes ton prof. Et tu te respectes aussi. Tout ça, c'est des valeurs très importantes de la vie d'un jeune homme. Non, moi, tu dépasses 5-10 minutes, tu ne rentres pas dans mon cours. Tu ne rentres pas dans mon cours. Ah, j'ai payé. Non, si tu n'es pas capable de te gérer... Tu respectes les autres, ceux qui sont là. Passe à la caisse, reprends ton argent et pars. Non, ça, c'est pas... Et qu'est-ce que tu penses des gens qui vont vers ce genre de sport de combat pour self-defense? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, self-defense, self-defense, self-defense. Les femmes qui veulent se défendre, les hommes qui disent « Ah, il faut que je puisse défendre, etc. etc. » Qu'est-ce que tu penses de cette approche? Moi, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Là, en parlant de ça, mais genre, je vais essayer de ne pas trop... Moi, là, non. Les gens qui viennent te voir et qui te disent ouais, je veux apprendre la self-defense parce que je viens de me faire agresser et je veux pouvoir me défendre. Je veux au moins quelqu'un, s'il me sort un couteau, que je puisse le maîtriser ou faire le Jet Li ou bien faire le Steven Seagal. Moi, je vends pas du rêve. Non, moi, je ne veux pas du rêve. Et moi, il y a une seule chose sur laquelle je crois, c'est la meilleure des choses quand tu es dans la rue et que tu sens qu'il y a une dispute, d'accord, ou tu sens que ça commence à monter d'un ton. Tu calmes. Si ça ne marche pas, tu te casses. C'est ça. C'est la première des Bravo. choses. D'accord. Bravo. Si quelqu'un... Alors, par contre, si on te sort un couteau, la meilleure des choses, c'est d'aller au sens opposé, de te casser. Ne fais pas ta star. Fais pas ton héros. Voilà, ça sert à rien. Quel que soit le niveau. Quel que soit que tu as. D'accord, on n'est pas là, on n'est pas là pour anticiper. Bien sûr qu'on peut anticiper les choses. Après, c'est l'avantage que tu as dans les sports de combat. Si tu n'as pas le temps de fuir ou autre chose, c'est que tu as développé suffisamment de techniques pour savoir comment gérer un adversaire, que ce soit au niveau de ta position, comment gérer la distance, comment gérer le déplacement, comment gérer la tension, comment calmer, comment avoir déjà se projeter sur comment est-ce que les choses pourraient fonctionner en regardant juste ton adversaire dans les yeux. Ah oui, ça c'est très important. Donc ça peut t'aider. Mais moi je suis... Ah, bravo, c'est exactement ça l'attitude. Moi je pense que on va pas jouer les Superman. C'est pas ton... Voilà, exactement. Parce que beaucoup de gens regardent la télé et ont l'impression que voilà, c'est ça ce qui va se passer. 2, 3, c'est bon, je vais bien m'entraîner, un pied par là, un pied par là, une retournée par là. Non, si je peux raconter... un couteau dans le ventre, c'est tout moi ce je qui peux va raconter se une petite anecdote. On va pas citer de nom, le frère d'un très bon ami à nous, que je dirai après en antenne, a vécu cette situation-là, qui a fait du judo, vraiment du judo à un haut niveau. Bas de chez lui, un gars, un agresseur, enfin, il dépose sa femme monte dans l'immeuble, et en même temps, il y a un gars qui sort. Et le temps qu'il redémarre la voiture, sa femme redescend, lui disant là, j'ai failli me faire agresser, de quoi tu parles, il vient de partir. Donc il a vu l'agresseur partir. Il le rattrape de dos. Donc il le voit qu'il est, donc il le chope pour le maîtriser, il le met au sol, il l'a mis au sol, il l'a maîtrisé et tout. Donc je ne sais qui gérait, où ils ont appelé les flics. C'est un ancien policier. Car je pense qu'il était en fonction d'Exar. Je ne veux pas dire de bêtises. Il l'a maîtrisé. Déjà où le staff est d'Exchi, le temps que les flics arrivent et tout ça, il le relâche, il se lève et il trouve un tournevis planté dans son... Ici, sur sa poitrine. Déjà planté. Donc, avec l'adrénaline et tout, il n'a rien senti. Le gars lui a planté le truc. Donc, forcément, il va aux urgences et tout. Ils lui ont recousu et tout. Ben, vers 2h du matin, il a eu soif, le gars. Et avoir soif quand tu as un accident ou une plaie ouverte, c'est un signe d'hémorragie que les gens le sachent. C'est une hémorragie interne. Donc, heureusement, sa femme a eu le réflexe de lui dire ça, c'est pas normal. On repart tout de suite l'hôpital et tout ça. Donc, ils l'ont réouvert et effectivement, il avait à quelques... Je vais pas dire il a failli passer à quelques centimètres de... Et depuis ce jour, il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'ai voulu juste l'attraper et tout. Ses frères l'ont engueulé. Alors que ses frères ont tous fait du judo, ont tous été dans le force de l'ordre. Et il regarde... Il aurait dû, lui, appeler les flics, leur indiquer ou quoi que ce soit, mais il regrettera toujours. Il dit, j'aurais pas dû... Les sports de combat, enfin, moi, non, on est en train de... J'ai pas envie de trop m'éloigner, mais bien sûr. Là, on est en train de parler de la rue. C'est le dernier recours. Exact. C'est le dernier recours. Exact. Mais c'est très important d'avoir ça pour les jeunes. Oui, bien sûr, c'est très important. C'est le dernier recours aujourd'hui et j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Là, on a pris un exemple du judo, mais aujourd'hui, ce qui te sauve dans la rue, c'est le contrôle de la distance. C'est ça. Si tu ne sais pas utiliser la distance dans la rue, d'accord,
tu pourras avoir beaucoup plus de difficultés à t'en sortir. Là, on a cité le judo, qui est un sport où la distance n'est absolument pas respectée. Exact. Donc aujourd'hui, tu es plus à la portée de ton adversaire pour venir et te planter. Exactement. Oui. C'est plus facile. Nous, on gère la distance. Tu sais, nous, on a un périmètre de sécurité. On a un autre périmètre. Moi, je donne toujours un exemple, surtout pour mes élèves. Moi, j'imagine toujours un athlète dans un cercle. Sa limite, c'est la distance de son bras. Si quelqu'un rentre dans la distance de son bras, tu es dans l'obligation, et je le dis, je le répète, tu es dans l'obligation de te défendre. C'est comme si tu laisses une porte ouverte chez toi et quelqu'un qui vient et qui rentre comme il veut. Non, tu es obligé de te défendre. C'est pas dire que tu es à la portée de ton adversaire. C'est ça ce que tu dis. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le contrôle de la distance. Et comme je ne vais pas trop m'éloigner, mais c'est se défendre. On a tous besoin d'apprendre à se défendre. On doit tous se défendre, mais c'est le dernier recours. S'il y a d'autres possibilités d'éloigner la confrontation, faites-le. Faut pas hésiter. Exactement. Parce qu'on est... Ça se joue à rien. Ce qui se passe à la télé et ce qui se passe dans la réalité. Faut pas tout mélanger. Alors, je veux que tu nous parles en reprenant le sujet sur la passion des sports de combat. Qui t'a donné vraiment envie de le faire? Alors, je parle là pour le coup dans la pratique. Donc, on a compris que c'était ton frère qui t'a emmené vers le sport de combat. Mais une fois que tu as évolué dans ta carrière, comment tu as pu découvrir et avoir envie de continuer, de le faire ou c'est devenu ton métier? Continuer, j'accompagnais mon frère pour les championnats du Maroc. C'était la première fois que je voyais ce que c'était que des KO. D'accord. Oui, parce que, mis à part, tu sais, les coups ne sont pas portés à 100% dans une salle de sport. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne sont pas portés. Surtout qu'à notre époque, on voyait beaucoup plus de gens se faire sonner dans les salles de sport. Pourquoi? Parce que, encore une fois de plus, il n'y avait pas les équipements appropriés. Les gants n'étaient pas des gants professionnels, tu vois. Donc, les gants étaient fins. On touchait quelqu'un, déjà, il se faisait sonner rapidement. Il se blessait rapidement. Après, j'accompagnais mon frère au championnat du Maroc. J'ai découvert, grâce à mon frère, ce que c'était que les premiers KO. Parce que j'accompagnais mon frère, je le voyais descendre dans des combats de full contact et de kickboxing, KO par KO, parce qu'il était excellent boxeur, mon frère. Et là, j'ai vu ce que c'était que les KO. Je me suis dit, allez, mon frère est monté sur le ring, à mon tour maintenant, j'ai envie de prendre ta relève. Mon frère m'a poussé, j'ai fait des compétitions au niveau national, j'ai fait les championnats du monde amateur aussi, une fois j'ai eu cette expérience. Au Maroc? Non, à Paris. À Paris. Avec l'équipe nationale, j'étais étudiant à Montpellier et il manquait quelqu'un dans une catégorie de poids et je n'étais pas très bien préparé parce que j'étais étudiant là-bas. Alors, je me rappelle quand je suis parti en Égypte pour... C'était quand en Égypte? 2003, 2002, je m'en souviens plus. D'accord. Non, 2001, je suis parti en Égypte aussi, donc c'est bon. J'ai eu Après, tu vois, quand tu vois que tu ne peux pas être très performant parce que quand on voit que tu n'es pas très disponible parce que tu mets tes études en avant, même si je vous le dis franchement, j'étais pas une perle au niveau des études, mais au moins j'essaie de m'accrocher. Mais quand je voyais que je n'étais pas trop disponible et accessible vis-à-vis des organisateurs et tout, il fallait que je fasse un choix. Mon choix, c'était quoi? C'était, tu veux rester dans ta passion et tu essaies d'exceller. Mais en faisant quoi? En étant coach. J'étais jeune à l'époque. J'étais jeune à l'époque. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'avais la chance de voyager. Donc, j'étais à Montpellier. Je me suis entraîné. J'ai découvert des salles de sport. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, à chaque fois que je voyage, c'est avant de faire ma trousse de toilette, je prépare mon sac de sport. Tu repères la salle. Tu sais, c'est l'hôtel et les salles de sport qui est aux alentours. Et c'est toujours un sac de sport avec tout l'équipement qu'il faut et ça voyage tout le temps. C'est-à-dire, tu mettais quoi dans un sac de sport, par exemple? Donc, tes gants, forcément? Il cherche les problèmes. Il fouille dans mon sac. J'ai toujours un sac de sport où je mets une paire de gants, bandage, protège-dents, protège-chibia et 2-3 shorts et un t-shirt. D'accord. Tout le temps, ça me suit tout le temps. À chaque fois que je vais dans un pays, j'essaie d'échanger avec du monde. Je vais, que ce soit partout, que ce soit en France, Amsterdam, n'importe où je vais, au Canada où je vais souvent. Là, ça me... Oui. Et la communauté est toujours... Il y a une communauté. Tu sens qu'il y a une vraie communauté. Les gens bien sûr, aujourd'hui, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, on peut... Dès que tu échanges avec un coach, tu échanges... tu te crées des amis et tout. On échange,
on parle de notre background dans la discipline et encore merci aujourd'hui les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se suit, on s'encourage, on se motive, on se soutient, surtout avec la période du Covid. J'ai mes amis qui sont des coachs fantastiques au niveau du Canada et là les salles sont toujours fermées. Alors on évoquera le volet parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est l'aventure que tu as vécue pour ouvrir ta salle. Parlons de ta salle. Ta salle elle est où? Donc elle est sur Rabat. Elle est sur Rabat, oui. Donc elle est où exactement? Au quartier industriel de Hennada. D'accord. Ça s'appelle Elite Headquarters. C'est ouvert depuis quand? J'ai ouvert il y a très longtemps. J'ai très mal démarré. Ça s'appelait Elite Fighting Center au début. Okay. J'ai très mal démarré, non pas par rapport au club, mais sur des problèmes de gestion et d'association qui n'a pas très bien fonctionné. Mais quand tu as commencé avec quoi? Le jour où tu as ouvert, quelle discipline tu avais? J'avais du cross-training. Alors moi au début, quand j'ai voulu ouvrir ce club, je voulais vraiment me sortir du lot de ce qu'on voyait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de club privé à l'époque quand j'avais un club privé de sport de combat. C'est généralement, si tu voulais pratiquer un sport de combat, un art martial ou autre chose, c'était des associations. Des associations. C'est ça. Voilà, ou adossé à des clubs comme le FUS et tout ça. Voilà, exactement. Et généralement, ce sont des salles qui ne sont pas. C'est tout petit, c'est des caves de garage. C'est des caves. Malheureusement, au Maroc, on a beaucoup de salles de musculation de sport dans des caves, malheureusement. Mais tu alors, اللي كيجي عندك وكيقول لك c'est là-bas où il y a le vrai entraînement. Je suis d'accord. Oui, bien sûr, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, mais les conditions n'étaient pas top. Voilà, les conditions n'étaient pas. Parce que ces gens-là, s'ils avaient le choix d'avoir une salle comme la tienne, ils ne diraient pas non. Oui, ils n'hésiteraient pas. Bon, ils n'hésiteraient pas. Alors, quand tu as commencé, c'était comment? Qu'est-ce que tu avais comme discipline? Alors, avant de commencer, déjà, il faut savoir que avant de commencer, j'ai voulu vraiment sortir du lot, encore une fois. Je voulais sortir du lot en cherchant à me différencier de tout ce qu'il y a déjà. Ou bien carrément aller plus loin, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais je voulais vraiment proposer des choses qu'on n'a pas l'habitude ou l'occasion de voir dans ces associations. C'est ça. C'est un petit peu con ce que je dis, mais bon, mais quand on avait l'habitude, des petits détails. Qu'est-ce que tu pensais que ta valeur ajoutée, ça allait être quoi exactement? Déjà beaucoup plus d'espace. L'espace. De la hauteur sous plafond. Ah, ça c'est d'accord, indéniable, je trouve. J'ai une hauteur sous plafond de 5 mètres dans mon gym. Ah oui. Faire pratiquer ces disciplines sur un tatami, non pas sur du parquet. Sur du parquet. Tu vois, c'est pas possible. Et autre chose, suffisamment d'équipement. Je me souviens, dans ma salle, on avait 2 sacs. On était 30 à s'entraîner. Donc il fallait prendre son temps. Il n'y a pas assez d'espace. Juste quand il y avait une technique avec un coup de jambe, quand tu frappais quelqu'un, il fallait que tu étales 2-3 avant d'atteindre. À chaque fois, donc, tu t'entraînais, il fallait que tu t'excuses le premier, le deuxième. Et le sac. Après, tu fais désolé, je t'ai pas frappé fort. Le coup a freiné. Je visais ce sac, les gars. Vous mettez pas là, merde. Donc, il fallait mettre un petit peu la barre haute. Dans mon gym, j'ai plus de 20 sacs. J'ai de l'équipement, des boucliers de frappe qu'on ne trouve pas ailleurs. Je me souviens à l'époque, quand il fallait utiliser, par exemple, on appelle les boucliers de frappe, on appelle ça les PAO chez nous. Quand on n'en avait pas assez, il fallait partir dans un autre club qui était à 500 mètres plus loin pour aller les chercher. Les emprunter. Voilà, je me souviens que donc on partait les chercher, donc il n'y avait pas ça, tu vois. Et ça a duré pendant longtemps. Il n'y avait pas d'équipementier, il n'y a personne pour trouver du matériel. Est-ce que justement, les équipements, tu arrivais à les trouver au Maroc? Il fallait tout le temps les ramener de l'extérieur. Non, ça, c'est compliqué aussi. Qui va t'en ramener? Quand t'en ramenais, c'était quelqu'un qui avait l'occasion de partir en Thaïlande, quelqu'un qui était, quand l'équipe nationale était qualifiée pour jouer les championnats du monde de Muay Thai en Thaïlande, on ramenait. Prenez la commande de tout le monde. Ouais, non, à l'époque, on ne prenait pas de commande. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils ramenaient du matériel, ils le posaient, mais ça coûtait cher, bordel. Ça coûtait cher. Qui à l'époque, tu penses vraiment à Riyad el-Drawch. Bien sûr. Quelqu'un pour qu'il vienne à la fin de mois et payer à l'époque, c'était quoi? C'était 150 balles. Bien sûr. Tu vois, c'était 150 balles, c'était assez difficile. Alors, quand tu lui dis que tu dois acheter une paire de gants qui coûtait 700-800 balles, alors qu'est-ce qu'il s'achète, le gars? Il s'achète une paire d'occasion. Non, même pas. C'était du local. Avec une mousse. C'était même pas une mousse. Je crois que c'était du Kleenex qui est d'abord que tu sens l'os. Mec, tu es sûr qu'il y avait c'est bon. Les protèges Shibia, tu as l'impression que. De foot. Tu vois, c'était... Et malgré tout ça, il y a eu des... Allez, on bosse. Les caractères, elle aime pas qu'on... Mais ce qui est juste incroyable, parce que quand tu dis ça, avec toutes ces difficultés d'accès à l'équipement et tout,
Et tu as insisté pour faire un truc correct. Là, je parle de l'époque où lui, il s'entraînait dans les salles. Ah, oui. Et il y a des champions de ouf qui sont sortis avec ça. C'est juste miraculeux, en fait, que des gens soient sortis de ces salles-là. Tu sais quoi? Alors, la première fois que je suis rentré dans un club étranger, j'ai emmené mon matériel. D'accord? Et quand j'ai utilisé une paire de gants qui était de la marque, et je rentre dans un club, j'ai mis du 12. 12 pouces. Des 12 oses. J'ai mis de 12. Et quand je suis rentré, donc on m'a regardé, on me fait, tu fais quoi avec cette paire de gants? Je fais, je vais m'entraîner. Il me dit, tu es fou, quoi. Ici, tu n'as pas le droit de t'entraîner si tu ne mets pas du 14 ou plus. Ou du 16. Je n'ai pas compris. Parce que c'est là que j'ai compris. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais vu de paire de 14 quand j'étais au Maroc jusqu'à ce que je voyage. C'est malheureux ce que j'ai dit, parce qu'on voyait que du 8 ou du 8 ou du 10, du 12 maximum. Pour le 12, quand là, alors laisse-moi voir. Alors quand j'ai su ce que c'était qu'il y avait du 14, j'ai su ce que c'était que du 16. Et quand tu vois des gens, tout le monde être dans une salle de sport avec des paires de... Alors pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est quoi, vous avez du 8. Là, je suis en train de donner pour comprendre. Le 8, la mousse est comme ça. Le 10, à peu près, donc 8, c'est à peu près 1 cm. Donc on est sur du 12, donc l'amorti est plus... Bien sûr. On fait moins mal à l'adversaire. Et on se fait moins mal. On se fait moins mal. Et voilà. Ça développe les épaules. Bien sûr. Dans les compétitions, on se bat avec du combien? 12. Du 12, ouais. Du 12, 14. Okay. Donc ça dépend du poids aussi. Ça dépend des poids lourds. Un poids lourd, tu ne vas pas lui mettre du 10. Déjà, ça va te défracter ta gueule. Autant lui donner une batte de baseball. Tu imagines Badr, tu lui mets du 12, il y a un tram qui m'a frappé. C'est pas possible. Tu es sûr que tu mettais ton gars? C'est du 12, ça 12. Donc tu vois, on ne trouvait pas ce genre de choses. Donc ça aussi, ça entrait dans mon gym. Quand j'ai commandé du matériel, de l'étranger, donc. De l'étranger, une très grosse quantité pour qu'elle soit à la disponibilité de mes clients. J'ai imposé du 12 et du 14. Les plus jeunes, je leur imposais du 12. Mais tout le monde rentrait sur du 14. Pourquoi? Tu as le droit de frapper comme tu veux et tu as le droit de ne pas te faire mal et tu n'as pas le droit de te faire mal. Et de faire mal aux autres. Tu vois? Et personne n'a le droit de se blesser. Moi, personne chez moi se blesse. Pourquoi? Parce que justement, il y a de la disponibilité du matériel, il y a tout ce qu'il faut. Donc, si tu veux... Alors, c'était une opportunité pour moi de pouvoir offrir aux Marocains, gens de Rabat surtout, un gym avec un tatami, une hauteur sous plafond pour respirer, qu'ils n'allaient pas avoir de la transpiration sur le sol où ils vont à chaque fois glisser, ils ne pourront même pas balancer sa jambe, devoir faire un vrai travail de sac parce que j'ai plus de 20 sacs. Et le plus gros avantage que j'avais, c'est que j'avais un ring. Nous, on ne savait pas ce que c'était qu'un ring. Ça, quand tu as le championnat du Maroc, c'est terrible. C'est terrible, tu imagines. Les dimensions, les proportions. Il n'y a pas de boxe. Tu fais pas de boxe. Tu ne sais pas ce que c'est que circuler. Se déplacer. On est sur du 4 mètres sur 4, un peu plus. Et si tu ne sais pas te déplacer, c'est pas possible. Il faut savoir utiliser les cordes, comment sortir d'un corps à corps, comment faire ceci, comment faire ça. Et ça, on ne les avait pas. Il n'y avait aucun gym, il y avait ça. Donc moi, à chaque fois, je sais qu'il y a des personnes qui venaient chez moi à chaque fois dans mon gym et qui disaient « Khoya, ma mari ma طلعت في الرينج وعندي غادي نلعب ». Tu vois, viens, rentre. C'est une opportunité qu'ils ne trouvaient pas. Tu vois, on ne les trouvait pas. Donc aujourd'hui, oui, j'ai un ring. Après, ça a été pour te répondre du CF, j'ai le kickboxing, j'ai la boxe anglaise. J'ai le MMA. Le crossfit aussi, non? Alors ça, le crossfit... Là, on est sur autre chose. Le crossfit, c'est une aventure... Cherche pas les problèmes, s'il te plaît. D'accord. Non, parce que le crossfit, tu l'as. C'est top de l'avoir évoqué maintenant. Parce que Fahd, alors à l'époque, quand il a ouvert sa salle, il s'était surtout concentré sur les sports de combat. Et je me suis concentré sur les sports de combat. Il avait une petite partie muscu. Voilà, une partie muscu qui servait à rien. Non, mais qui servait surtout pour ça. C'était pour que les athlètes puissent faire un peu de muscu. Et j'avais dédié un petit espace pour le cross-training. C'est pour permettre justement, au début, mon objectif principal, c'était pour que mes athlètes de sport de combat aient la possibilité de pratiquer, de se renforcer, être beaucoup plus puissants sur les... Conditioning, etc. Voilà. Et le combat. C'était d'assimiler les deux. Parce que tout ça, c'est que j'essaie de mettre les meilleures conditions pour les athlètes. Oui, surtout comme nous, on a évolué au Maroc avec de très très mauvaises conditions. Je ne sais pas comment on a tenu. C'est pour ça que c'est miraculeux. Mais quand tu je ne sais pas comment on a tenu. C'est-à-dire que même quand on se préparait pour un championnat du Maroc où on devait suivre un régime suivre une alimentation qui n'était absolument catastrophique, qui était très dangereuse pour la santé. Ça, je te rassure, c'est dans tous les sports. Le côté alimentaire. On ne savait pas. Tu as un prof qui ne s'y connaît en rien en nutrition.
كيقول لك لا غير يضيع عليك كلمه واحده لا كون راجل ما tu vois je sais pas comment كيفاش كيشوفنا في الاول المهم دبر راسك لهذه كنت tu cherches je veux dire par là شوف سول باك tu vois et là c'est alors après il y avait pas les compléments alimentaires à notre époque tu vois il y avait rien pour être pas d'information il y avait rien sans te blesser sans suivre sans être suivi convenablement et alors pour le coup quand tu as connu moi je le connais pas personnellement mais j'ai découvert moi la légende de Moustapha Al Khsem grâce à Fahd. Alors, est-ce que tu peux nous parler L'Akhsam est une référence, pas pour moi. Oh, ouais, ça c'est. Alors aujourd'hui, l'Akhsam est mais pas pour moi non plus. on est d'accord. Moi, je vais le ramener, ce gars. Inch'Allah. Je vais répéter, mais avant qu'il vienne, on va faire repasser cette référence pour lui. L'Akhsam, tu es ma référence. Et vous voyez cette table. Tu le sais. Il n'y aura pas que ça. Il y aura des petits fous. L'Akhsam, on sera costume, cravate, la petite mèche sur le côté, même pour toi. Écoute. Alors, l'Akhsam, grande légende. L'Akhsam aujourd'hui, je parle pas de moi, mais je parle pour tous les Marocains qui pratiquent cette discipline. C'est une référence pour tout le monde, même pour ceux qui ne pratiquent pas ce sport. Pourquoi ? Parce que ça a été le premier athlète à avoir mis la barre, mais très très haute, dans les sports de combat. C'était... Moi, je n'avais jamais vu ça. Alors, moi, j'ai assisté à un combat. Je vais te résumer la chose rapidement. C'était incroyable. Un Marocain qui vit en Allemagne, qui décide... Qui est né en Allemagne aussi. Qui est né en Allemagne, qui vit en Allemagne, qui est... À l'époque, il devait être 7-8 fois champion du monde. Il prend ses affaires, il vient ici au Maroc, il joue pour son drapeau. Au Maroc, il s'installe. Au Maroc, il joue pour son pays. Et il devient... Il a atteint un palmarès de 12 fois champion du monde. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et cette personne-là, c'est là... Et en plus, attention, non seulement au début, il fallait payer ton ticket pour aller le voir, mais ça a été le premier athlète où on diffusait des lives en direct. La RTM peut passer ses combats en direct. Donc tu imagines l'impact qu'il a eu sur les jeunes. Tu sais que sociaux n'étaient pas on avait joué avec mon frère aussi, était dans l'équipe, on avait joué une fois. Il combattait contre un Yougoslave pour un titre de championnat du monde. On avait joué la Hollande-Thaïlande. Alors, on avait regroupé un certain nombre d'athlètes de mon club et d'un autre. D'ailleurs, j'avais participé à 71 kilos. J'avais perdu, je pense, 8 kilos en l'espace de, je sais pas moi, en l'espace de 1 mois. J'étais devenu squelettique. Pour moi, j'étais en très très bonne condition. Je te montrerai la photo, je viens de la retrouver. Ça finit là, je partage. Je partage direct. Là, c'est un danger public, le gars. Et je ne le savais pas, mais le jour où l'Akhsam combattait, c'était full autour du ring et sur tous les gradins. Que ce soit Yassine. Et tu sais ce qui était magnifique, c'est qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Et à l'époque, ils avaient mis un écran géant à l'extérieur. Et les gens étaient assis. Tu vois, en face, à côté de Ouazzeli, moi, je sors et les gens qui jouent là, qui disent Ah, tu imagines? Pourquoi tu sors? Je dis non, moi je sors pas, mais je t'ai vu. Ah, tu te retournes. Tu découvres qu'en fait les gens t'ont vu. C'est génial. Et là, on ne voit plus ça ici. Alors sa discipline, c'était du kickboxing, c'était du kickboxing full contact. Plus en full contact, et aujourd'hui, il fait partie. On l'appelait l'hélicoptère. C'est le fameux combat à Paris. Tu sais. Moi, je ne parle pas de cette génération qui vient à peine de le découvrir. Aujourd'hui, on connaît l'Akhsam à travers les réseaux sociaux. Bien sûr. Tant mieux, il fait un excellent boulot déjà dans ce qu'il fait. C'est dans les réseaux sociaux, moi, j'adore ce qu'il fait. Oui, non, mais tant mieux, parce que d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on maintenant on regarde ses vidéos. Dans sa poche, le gars, il y a une autre génération qui l'a connu, qui l'a découvert sur toute sa progression. De son premier titre, de son évolution, des problèmes qu'il a eu avec la fédération, beaucoup de choses. Et c'est un gars qui n'a jamais changé. Oui. Et qui veut développer ce sport au Maroc. Il œuvre dans cette direction. Il a ouvert des académies. Bien sûr, il le fera. C'est quelqu'un qui se sacrifie. Attention, Moustapha ne baisse pas les bras. Parfois, on le voit
monter, essayer de faire quelque chose dans cette discipline. Après, on ne l'entend plus. Mais imagine quelqu'un qui se bat depuis toutes ces années à chercher de faire de cette... Il n'en a rien à foutre de la reconnaissance. Il n'en a rien à foutre. Quand t'es 12 fois champion. Tu vois ce que je veux dire? Les gens sont malades là. Quel est le Karabra Shohra? Donc c'est pour ça que sur Wikipédia, tape son nom, tu as tout son palmarès. C'est impressionnant. S'il voulait être célèbre, il serait là. Mais je te parle pas. Forcément, il s'en fout. Non, c'est que je te parle. S'il veut vraiment toucher les étoiles, il serait là. Non, tu vois. Et le gars, il continue, il s'accroche, il veut vraiment faire quelque chose dans ce sport. Il dénonce énormément. Mais c'est pas le harga. C'est ce qui fait avancer les choses. Attention, mais quand Goul il dénonce, alors ce n'est pas une critique. Non, du tout. Quand tu l'as dit, il a le courage de dénoncer. Bien sûr. Qui موت على بلادو, il n'y a pas plus. شوف بحال انا كنعقل على حسن الثاني الله يرحمه. Il a dit quand Nawal et Aweta avaient gagné leur première médaille olympique, il a vu cette phrase qui est extraordinaire, qui s'applique à tous les pays du monde. قال لهم ce qu'ont fait Nawal et Aweta n'ont pas fait mes meilleurs ambassadeurs partout à l'étranger. Parce qu'au moment où Nawal et Aweta ont gagné leur première médaille olympique au JO de Los Angeles, on a su ce que c'est, où est-ce qu'il était le Maroc en fait. On a mis le Maroc dans une carte. Monaco. Donc Mustafa, avoir décidé de jouer pour son pays. L'Allemagne est aussi son pays, il est né, il a grandi là-bas, ils l'ont formé et tout. Tout à fait. Oui, décidé d'aller jouer pour son pays. J'ai vu, moi je veux dire, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai vu des vidéos d'Yalo, j'ai vu des interviews d'Yalo où c'est très touchant parce que toute la période où il a joué pour le Maroc, il a joué presque gratuitement. Ils s'en foutaient. Il donnait de sa poche même. Et il disait que c'était son papa qui lui a dit Rerlem pour ton pays. Et ce qui est drôle, c'est que tu imagines que c'est le seul qui n'a pas la nationalité allemande de sa famille. Ils ont tous la nationalité allemande ou il n'a pas la nationalité allemande. Et quand j'ai vu, surtout le combat d'El Bariz, اللي كان دوزات كانال هذاك سميت هذاك غونساك ولا Krongsak. Ah oui, alors tu sais ce combat. Tu sais ce باش قالوا له l'hélicoptère. Il a eu le. Je pense que lui pourrait plus raconter ça serait génial, ce serait top. Ça serait cool. On va essayer de l'avoir. Ce serait top. Je me permets d'interrompre. Honnêtement, il va vous faire chier. C'est un peu aussi son podcast. Donc, je fais ce que je veux. On va arrêter le full contact. On va reprendre des choses dans l'ordre. Ça reste entre nous. Mais qu'est-ce que tu penses de Badr Hari? Moi, je trouve que Badr Hari aussi, pour moi, qui m'y connaît toujours pas, on va dire, dans les sports de combat, mais lui aussi... Arrête de dire que tu connais pas, tu es passionné aussi. Oui, je suis passionné, mais c'est vrai que lui a vraiment... montrer le drapeau du Maroc dans des compétitions internationales. Pour moi, il y a ces deux-là. Pour moi, il y a Mustafa et après il y a Badr. On va parler de générations. On va parler voilà. C'est une legacy. C'est une suite incroyable. Legacy, baby. Mais on va couper. Tu te calmes. Donc, deux générations différentes. Chacun a eu son temps. Badr est toujours dans le circuit. Mustafa Al-Khassam est toujours dans le circuit, mais chacun sa manière et chacun ses objectifs. Dans ses objectifs. Parce que Badr, c'est plus K1, non? Écoute, Mustafa Al-Khassam était dans le full contact kickboxing et c'est quelqu'un dans une génération... Il a... comment je vais te dire? Il a pas eu de chance. Badr a une chance. Tu veux dire... D'accord. J'ai compris. C'est-à-dire en termes de... Les réseaux sociaux. Bien sûr, ça change tout du tout. Ça change complètement tout. Aujourd'hui, pour moi, les sports de combat, bien sûr, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, moi, en tant que Marocain, qui vit ici au Maroc, الخصم عندي انايا وما يحيد لي حتى شي واحد من فمي والمغاربه كلهم. Bien sûr. عندي مصطفى الخصم parce qu'il a fait grandir toute une génération, il a fait connaître ce sport. Exact. On l'a vu à la télé. Tout le monde l'adore. C'est quelqu'un qui est comme ça. Et tu as Badr. Badr, et tu as Badr. Tu as Badr. Badr aujourd'hui, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau pour sa génération. Badr, pour moi, et c'est pas pour moi, pour tout le monde. C'est l'un des meilleurs athlètes au monde de sa catégorie de poids aujourd'hui. حيدوا عليهم ديك الهضره ديال
Bien sûr qu'il y aura des gens qui ne s'y connaissent absolument pas dans la discipline. يقول لك راه تخسر وراه عاد ما تهضرش معايا شوف اللي كيهضر لي على بدر وكيهضر عليه دابا اسمح لي كنضمر مرات بالدارجه مزيان ne parlez pas de بدر هاري aujourd'hui وتقول لي بدر راه شوف راه اليوم كيخسر مره شو كيدير بنادم غير اللي كيهضر على غير اللي كيهضر عليه هو كيهضروا عليه دابا لا ما تهضرش عليا على بدر دابا عرف شنو دار منين هضر معايا على بدر في 2003 سا كارير و 2003 حتى واحد ما كتعرف اكزاكتومون بدر سيتي ça a été le K1 ça a été le K1 Grand Prix ça a été le K1 Séoul ça a été le K1 Dynamite ça a été et tout ça je sais pas si on comprend ce que je dis les gens ce sont des les gens cherchent tapez ça mais cher regardez chauffer le combat dialogue non il faut voir la progression il faut voir comment il a fait ça a été tu sais que faire partie du top 10 des meilleurs combattants au monde, je te parle bien. Tu fais partie du top 10 des meilleurs athlètes au monde ou tu vois, et à chaque fois que tu les retrouves, j'adore schématiser comme ça, à chaque fois que tu les retrouves alignés, qui va descendre qui? Aucune idée. Et chaque année, c'est la même chose. Et c'est toujours comme ça. Et on est dans le K1. Tu as deux géants, deux poids lourds, deux monstres de plus de 110 kilos qui sont en train de se mettre en plein dans la gueule. Tu combats le Japon, c'est juste incroyable l'organisation qu'il y avait à l'époque. Alors imagine un athlète comme ça, avec un stress, qui a combattu dans la plus grosse organisation mondiale de l'époque, le K1. Je sais même pas, je crois que j'arriverai même pas à prononcer le nombre de personnes qu'il y avait autour du ring. C'était un phénomène. Aujourd'hui, le gars est toujours dans le circuit. Exact. Et on le voit encore, on le suit dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître, que je connais bien. J'étais très proche de lui. Et c'est quelqu'un... S'il vous plaît, j'ai pas envie de rentrer dans ce qui se passe de sa vie privée. Je ne parle pas de sa vie privée. Côté sportif. Ça ne me concerne pas. Tout à fait. Moi, je parle sur sa carrière en tant que sportif. Ah oui, incroyable. Voilà. Son combat avec Overeem, moi honnêtement, je le revois de temps en temps. Quand Overeem, alors pour les gens qui ne connaissent pas, allez le chercher, il est hollandais aussi, un grand black extraordinaire. Alistair Overeem. Alistair Overeem qui a fait du K1 et qui a aussi fait ensuite du MMA. Ariel Kazdlema. Qui a fait du MMA. Alors je continue. En fait, je trouve ça impressionnant. Merci. Une petite goutte. Mais je ne veux pas te couper dans ton élan, mais... Kamel. Une petite goutte. Et pas plus haut que le verre, comme on dit. Donc, et, honnêtement, à un certain moment, Overeem, il dit... Bien sûr, parce que il faut un peu de showmanship, etc. Il dit, moi, au K1, j'ai éclaté tout le monde. Je pars en MMA, j'ai la ceinture, j'éclate tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me résister? Il venait de gagner Badr, et Badr se lève. Il dit en moins de 3 minutes, le premier round, je t'éclate. Et alors, bien sûr, la foule est en délire, tout le monde crie, etc. C'est extraordinaire, c'est un moment télé magnifique, surtout qu'il a fini par réaliser ce rêve. C'est-à-dire, il lui a éclaté sa gueule en moins de 3 minutes, 2 TKO, etc. Impressionnant. Et ça, c'est pour moi, c'est un moment que je regarde de temps en temps. Et on a beaucoup de chance. Alors, très peu de pays au monde peuvent se targuer d'avoir des légendes comme ça, parce que ce soit Mustafa Al-Khassam ou Badr Hari. C'est très vu parce que si tu comptais sur parce qu'il y a beaucoup de champions comme Issam, comme plein de jeunes champions marocains qui ont gagné des championnats. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ces deux légendes vivantes qui nous permettent de se faire connaître partout dans le monde et donner beaucoup d'envie à d'autres personnes de le faire, c'est juste exceptionnel. Alors le débat de K1 et tout, je veux que tu nous dises, parce que c'est aussi une des disciplines que tu fais chez toi, le MMA. Alors. Explique un peu aux gens. Mixed martial arts, c'est quoi exactement? Le mixed martial arts, c'est du combat. C'est un regroupement de sports de différentes disciplines de sport de contact. Et si on doit en citer 5, tu as la boxe anglaise, tu as le kickboxing, tu as le full contact, tu as la lutte et tu as le jiu-jitsu brésilien. D'accord. En regroupement. Pas forcément dans cet ordre. Non, pas forcément dans cet ordre. C'est-à-dire que chacun, déjà, il faut comprendre que dès que quelqu'un veut se lancer dans les sports de combat
dans le MMA, généralement, ce sont des gens qui ont un background. D'accord. Tu vois, qui viennent de la boxe ou qui viennent n'importe quel sport de combat et qui te dit tiens, je veux un peu plus m'initier dans le MMA et apprendre à me performer, à être un peu plus performant dans le MMA. Donc aujourd'hui, on a le MMA ici au Maroc qui a commencé à se faire connaître aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Grâce au pay-per-view et tout ça, les grands combats du UFC. Ouais, mais tout ça. on va reculer tu vois ce que je veux dire. Tu as bien fait de le recadrer parce que parfois Arrête, Youssef. Tu vois, donc moi j'ai découvert le MMA pas à partir de l'UFC. J'ai plus connu le MMA en suivant le Pride. C'était à la même période que le K1 où je suivais des combattants comme Badr par exemple, et en même temps une fois par an il y avait le Pride. Le Pride qui était suivi autant que le K1 et qui était organisé au Japon, et les plus gros combattants du monde se retrouvaient là-bas. Et c'est encore, ils avaient aussi leurs athlètes qui sont des légendes aujourd'hui. Et voilà, moi je me suis plus orienté sur le Pride, qui aujourd'hui pour moi, quand tu suis le Pride, tu ne donnes aucun intérêt à l'UFC. C'est vrai. C'est à ce point. D'accord. Moi, le Pride était incroyable. Le Pride est magnifique. C'est sur le même principe. Sauf qu'on n'est pas sur la même zone de combat. C'est du voilà. ring. On est sur un ring. L'autre, c'est un octogone. C'est un octogone, exactement. Voilà. Octogone. Et les Japonais faisaient ça sur le ring. On avait l'occasion de. Alors, est-ce qu'il y a des combattants de Pride qui vont jouer en UFC, ils se retrouvent à jouer dans l'UFC? Ou l'inverse? Oui, comme l'inverse. D'accord. Bien sûr. Mais est-ce que, moi, dans ma tête, la Champions League, c'est l'UFC? Là où ça paye le mieux, c'est l'UFC. Ah oui, forcément. Oui, Aujourd'hui. Qui a racheté le Pride, c'est l'UFC. Oui, mais l'UFC, c'est la meilleure ligue, on va dire, de combat. C'est là où tu te fais payer le mieux, on va dire. C'est ça. Sans discussion. Et là où c'est le Mac, non, attention, pas forcément. Ça ne veut pas dire que tu arrives à l'UFC que tu vas Non, l'UFC, c'est. Non, c'est vrai que. Oui, si tu combats l'UFC. Champions League, c'est. Oui, bien sûr, absolument. Mais ça ne veut pas dire que tu touches beaucoup. Oui, après, il faut être bon. L'UFC, si tu vas passer la serpillière, forcément. Tu sais combien il y en a derrière toi? C'est vraiment beaucoup de. Ou bien combien il y en a avant toi qui rament pendant des années. Alors, est-ce que. Il y en a tellement. Je suis à gauche. Tu sais combien de combattants qui sont déjà avant toi, quand il y en a qui arrivent à jouer dans une catégorie de poids? Mais cher Al-Radin Moussa, je vais avoir mon premier combat, je vais avoir ma chance d'exceller. Non, mon ami, il faut vraiment faire tes preuves. On n'a jamais eu d'événements UFC au Maroc, d'événements UFC en Afrique. On n'a jamais eu l'UFC, je me souviens qu'elle avait eu des problèmes. Ils vont faire transpirer. Non. Je me souviens qu'on avait eu des problèmes. L'UFC, justement, on revient un peu au sujet de violence, etc. L'UFC a eu du mal à s'imposer, même aux États-Unis, parce que ça a été jugé trop violent. Bien sûr. Les mecs, ils vont se foutre sur la gueule, il n'y a pas de règles, etc. La commission de New York a refusé l'UFC jusqu'à très récemment, etc. Ouais, sur la côte Est, il n'était pas. C'est parce que ça a été jugé justement violent. Ouais, et est-ce que tu ne penses pas que le MMA, c'est la boxe, on va dire, il y a des gants et tout. Parfois, l'UFC, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de règles, en fait. Allez-y, battez-vous. Tu veux que je dise la vérité? Oui, bien sûr. Le MMA est moins dangereux que toutes les disciplines de sport de combat. Que la boxe, par exemple. Oui, beaucoup. Tu penses? Oh, mais bien sûr. Alors, explique-moi. Ça, je suis curieux de voir ton point de vue. Le MMA, je vais essayer de vulgariser un peu la chose. Où il est? Le gars tombe par terre et il le frappe au sol. Oui. Mais quand tu as les genoux au sol, que tu es sur ton adversaire en train de frapper, oui. Non, mais tu peux le frapper aussi. Quand tu es en train de frapper et que tu es sur ton adversaire, les coups ne sont pas portés à 100%. Donc la panique, il n'y a pas d'appui. Ce n'est que la rotation du buste où tu frappes. Les coups ne sont pas forts, ne sont pas puissants. Et en plus de ça, tu as un adversaire qui est en dessous de toi, qui bloque tes coups. Déjà, avec les coups ne sont pas puissants. D'accord? Et en même temps, ils sont bloqués. Mais quand il y a un seul coup qui est porté au visage, tu as la chance d'avoir un MMA. Un arbitre qui a sa tête juste à côté de toi et qui observe les coups portés sur l'adversaire. Premier coup. Deuxième, quand tu vois que le coup passe, il voit la réaction quand l'adversaire n'est plus en mesure de protéger.
il arrête le combat. Vous pouvez tous voir. C'est ça, beaucoup évolué. Bon, je vais citer, par exemple, regarde, le Big John McCarthy, quand tu donnes un coup d'épaule, il t'éjecte l'arbitre, il t'éjecte le combattant à 2 mètres. Ça se joue à 1 seconde. La boxe. Ah oui, la boxe, on te remet debout. Mon ami, tu joues 12 rounds. Mon ami, tu joues 12 rounds de 3 minutes, où les coups sont portés à parfois à petite dose. Et tant que tu es debout, tu continues. Et que les coups sont portés à fond, d'accord? Tu as Tyson devant toi, c'est sûr. Les amis, on n'a jamais eu de mort en MMA. On en a eu en boxe anglaise. C'est vrai que c'est impressionnant. Pas une fois, pas deux. Voilà. Là, parce que dans le principe, c'est vrai que l'a priori, dès le départ, quand ça a apparu, forcément, les gens se disent c'est des combats de rue, je sais pas quoi. Voilà. Il y avait le fameux film Fight Club qui avait créé la polémique. On a vulgarisé la chose, on a commencé à dire que c'est du combat de rue. La cage. J'utilise le terme. Exactement. Parce qu'on m'a traumatisé pour ça. La cage. Et on met des animaux normalement dans la cage. Voilà. Ça il peut pas. Voilà. Tu sais, toi, tu en rigoles, mais c'est ce qu'on m'a sorti comme exemple. C'est vrai. Pourquoi est-ce que je t'ai dit qu'on m'a sorti un exemple? Parce que si vous permettez, j'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus parce que ça a été un lourd. Non, bien sûr, tu peux en parler sans problème. J'ai organisé un événement de MMA en 2019 qui m'a complètement. 2009, excuse-moi. En 2009, j'ai organisé le premier événement de MMA au Maroc. Dans une cage avec des. Donc c'est grâce à lui que j'ai découvert cette discipline. Moi, il y avait même les meilleurs top 1 français qui ont combattu. Il y avait des vétérans de l'UFC qui ont combattu et des gens qui combattaient au M1, qui est l'organisation russe, et qui sont venus ici et qui ont combattu dans mon organisation ici avec des partenaires. À Casablanca. À Casablanca. Ça a été un fiasco parce que ça a été un fiasco. J'ai tout perdu. Je me suis fait, excusez-moi, démonter parce que sans rentrer dans les détails, j'avais une boîte d'événementiel sportif, j'ai voulu tout organiser et être et rester dans ma passion, tu vois. Et je voulais organiser cet événement pour faire connaître justement aux Marocains ce que c'était que la vraie compétition MMA, ce que c'est qu'un vrai combat en cage. C'était, tu sais, vu que ça allait être fait par des professionnels qui ont un lourd palmarès, ça allait être considéré comme des combats d'exhibition. Oui, c'est ça, c'est un gala. C'était des combats. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est que j'allais pas mettre des amateurs, tu vois, comme un. C'est clair. Non, j'avais mis des combats. C'est un vrai gala. Et je me suis fait, encore une fois, démonter par la presse. Ça m'a coûté. J'ai perdu énormément d'argent à faire des conférences de presse. Normalement, tu n'en fais qu'une seule. J'en ai fait 4. Pourquoi? Pour expliquer aux journalistes. Voilà le gant. Voilà pourquoi il y a le gant pourquoi les gants sont ouverts. Pourquoi une cage? Il fallait répéter plusieurs fois que la cage, justement, c'est pour préserver la sécurité des athlètes parce que dans notre sport, il y a des projections au sol. Et quand il y a des projections au sol, tu non risques pas comme au Japon, qui peut passer à travers les cordes. Oui, ça, c'est super. Au Pride, quand tu les vois, par exemple, tu as des personnes en bas. Dans chaque Ils doivent les récupérer. Du ring, dès qu'on voit quelqu'un va sortir du ring, on le bloque. Là, la cage cherche à l'octogone, cherche à encadrer, à plus préserver, à contenir l'athlète en cas de projection. Est-ce que le problème qu'ils avaient, c'était au niveau de la violence, c'est ça? Ils trouvaient que c'était trop violent. C'est ça. Pas que. Regarde, même pas pour nous, même en France. Ah bien sûr, j'allais te dire. C'était assimilé. Et nous, un sport de brut, ils vont se ficher sur la gueule. Qu'est-ce qu'on va mettre passer ça à la télé? Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a dégoûté. C'est qu'on suivait à la lettre ce qui se passait en France et on transposait la chose ici au Maroc. Ça me rappelle quelque chose, ça. شوفي ما دايزاش فرنسا ما غادي نديروهاش عندنا علاش ما عرفناش هما فكروا حنا ما نفكروش c'est malheureux. Alors quand tu essaies de les rassurer que peut-être que ça n'a pas été expliqué chez eux, je ne sais pas et je veux pas le savoir, moi j'ai fait l'effort de l'expliquer, de rassurer les gens comme quoi oui, je suis un jeune, oui, je suis un passionné, oui, je suis quelqu'un qui aime son pays, oui, je suis quelqu'un qui a décidé de rester ici dans son pays que j'aime pour pouvoir promouvoir cette discipline, essayer d'en faire quelque chose. Parce que je suis un putain de passionné. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien d'autre. J'aime ce que je fais. En plus, putain, regarde, je parle, je suis en train de te dire, je vais te frapper. Non, en plus, la démarche qui m'avait encore plus touché, c'est que c'est pas venu de quelqu'un, par exemple, c'est quelqu'un venu de l'étranger qui fait ça, qui fait de MMA avec Chi, et il vient et dit je vais organiser une compétition MMA au Maroc.
Après, c'est une discussion, c'est une négociation, et tu dis, bon, le gars, il ne va venir que défendre l'intérêt de le faire ou pas. Quand un jeune homme comme Fed, à l'époque, en 2009, décide de le faire dans son pays, venant lui des sports, on va dire, de combat classiques. Donc, pour moi, en fait, ce qui était déjà très précurseur, c'est-à-dire de venir le proposer et de donner la caution, de dire, les gars, je fais de la boxe taille, je fais du kick et tout. Si ce sport-là était dangereux, pourquoi je vais le faire? Pourquoi je vais le promouvoir? Je suis pas fou. Mais malheureusement, bon, voilà, c'était trop tôt. On va dire que c'était trop tôt. Trop en avance, surtout. Trop en avance, c'était très compliqué. Bien sûr. J'étais tellement aveuglé par ma passion. Ah oui, bien sûr. Par l'envie de vouloir réussir et tu vois, de me motiver personnellement et de motiver mon entourage aussi, ma famille et tout le monde, tous mes proches, mes amis, et de leur montrer comme quoi, oui, je suis ici, je me battais pour faire avancer les choses dans ce sport, dans ma passion, et peut-être, oui, c'était pas mon objectif principal, ma passion. Je ne cherchais pas ni notoriété. Je voulais faire. Tu voulais voir ça. Tu voulais voir ça. Je voulais le voir. Tu vois. Tu voulais voir ça. On m'a mis les bâtons dans les roues et j'ai tout perdu. Quand je dis tout. C'est-à-dire même du fric, on va dire. Ah bah surtout du fric. Rien, j'ai tout perdu. Non, parce que c'est un coup dur aussi. Bien sûr. C'est pour ça que l'aventure qu'il a eue après de pouvoir se relever et faire ça et tout. Je sais pas. Il y a deux choses. Un, c'est grâce, excusez-moi, je vais pas le dire. Grâce à ce que j'ai, grâce à la façon dont j'ai été éduqué. Oui. La persévérance. Mes frères. Mon frère Badr et mon frère Reda. D'accord? Personne d'autre. Personne d'autre. J'ai trouvé personne autour de moi. D'accord? Et on n'a jamais évolué, on n'a jamais laissé tomber les choses. J'ai pu me redresser. J'étais dégoûté par ce sport parce que j'ai tout perdu. Bien sûr, du jour au lendemain, j'avais rien. Et je me suis remis dans le bain. Et quand je me suis remis dans le bain, ça a été pour essayer de faire quelque chose. Alhamdoulilah, pendant cette période, de la transition entre là où j'ai tout perdu en cette période jusqu'à il y a quelques années, j'avais retrouvé du boulot, pas ni dans la musique, mais autre chose. Je suis resté pendant un certain moment. J'ai pu mettre de l'argent de côté. Et je voulais encore, me donner une seconde chance. D'accord? Tu peux pas je ne sais même pas si je devais me donner une seconde chance à moi ou bien donner une seconde chance au système et de dire j'ai merdé, j'ai trop cru en vous. Au contraire, parce que j'ai tout entendu. Tout ce qu'on entendait partout. Bien sûr. Avec des gens que je ne connaissais même pas, de d'autres disciplines. N'oublie pas que comme tu m'avais posé la question, qu'est-ce que c'est que le MMA? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit c'est les 5 disciplines. Kickboxing, jiu-jitsu, lutte. هذه les disciplines كثير. هذا مصحف الحسنات. اللي كيجيو عندك يقول لك non. ما كيعرفوا والو الMMA. وكيجي عندك يقول لك il y a des projections au sol, faut que tu passes par nous. Tu vois? Non, mais c'est fou. Chacun va vouloir sur sa discipline. Je fais pas le con, mais c'est comme ça, ça mais on peut te dire avec tout l'amour que je te porte, être précurseur, c'est le risque. C'est toujours le risque. J'ai pas dit le contraire. C'est très précurseur. Si je suis, je vais sincèrement, on est dans un moment de franchise. Est-ce que quelqu'un pouvait t'arrêter dès que le moment? Est-ce qu'on n'a pas essayé de t'arrêter? Beaucoup de gens te disent Fed, pas pour des raisons que tu ne veux pas le faire. Mais tu étais, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que tu te dis Youssef, je vais y aller, je vais y aller. Pendant ma démarche, mon grand frère est venu me voir, il m'a dit frérot, laisse tomber. Ben oui. Non, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne regrette pas d'avoir continué. Voilà. Tu sais pourquoi? C'est cette aventure. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et sinon, je ne serais je n'aurais jamais atteint l'objectif. Ça, j'en suis persuadé. Que j'ai. D'être dans un podcast aussi extraordinaire. Non, mais comme quoi? Tu vois, il faut jamais lâcher. Les gars, on y va crescendo. Je vous dis la vérité, c'est la première fois que j'en parle. Ça nous fait super. plaisir. Ça nous fait plaisir. Super. Et alors, du coup, j'ai plus rien à dire. J'avais une idée, j'ai oublié. Mais moi, je veux qu'on enchaîne et donc on va pas. J'imagine qu'on va s'arrêter dans pas longtemps, parce que même parce que si nous, si ça tenait qu'à nous, on va rester là pendant des heures.
Mais moi, j'aimerais bien finir sur le côté qui nous manque à tous, c'est-à-dire le côté musique. Et je sais que... Quand tu rigoles, je suis là. Le côté musique, et moi, je veux que Fed... chante une chanson. À poil. Moi, je veux que Fed revienne à la musique. Moi, je veux que tu reviennes à la musique et je veux que tu remettes les mains dans la pâte. Je veux que tu nous refasses vivre. Reda, c'est peine perdue. Je pense que j'aurai plus de chance avec Reda que toi, mais moi, je veux que toi aussi, tu reviennes. Qu'il revienne sous quelle forme? C'est-à-dire, je veux qu'il commence à remixer. Parce que Anna, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. C'est que la musique qu'on écoute jusqu'à aujourd'hui, on a vécu cette période très particulière qui est la pandémie, donc on a été éloigné des endroits où on pouvait écouter la musique. Vraiment, ça nous manque énormément à tous. Mais par contre, ça nous a permis de se replonger dedans tout seul, dans nos maisons, et de réécouter ce qu'on aime et tout ça. Et moi, je trouve que après, les gens peut-être ne seront pas d'accord avec moi, mais il y a eu une rupture. Entre notre génération, celle qui est juste après, j'imagine que plein de gens vont te dire, toutes les générations disent ça. Mais moi, musicalement, je pense qu'il y a eu une rupture parce que toute génération s'est inspirée de celle qui est avant. Après, je vous donne un exemple simple. Tous, ou ceux qui nous regardent, n'importe qui, écoutent jusqu'à aujourd'hui les musiques qu'écoutaient nos parents. Oui, c'est des classiques. C'est des classiques qui, même les années 60, on ne sait jamais. OK ? Il n'y a jamais eu de rupture. Mon neveu qui a 17 ans, mon neveu qui a 12 ans, écoute de la musique comme nous tous. Écoutent la musique qu'on a écoutée et tout. Et eux-mêmes, aujourd'hui, me disent, Kangoulem, est-ce que vous serez capable de faire écouter la musique que vous écoutez aujourd'hui à vos enfants? Pas du tout. C'est très éphémère. Le tube de l'été, il dure qu'un été. On a eu plein de tubes d'été, mais pas de cette façon-là. Oui. Anna Bretfeld, que tu me dises, j'imagine que ça te manque, que tu me dises qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui, musicalement, et parce que tu as exercé ce métier de DJ pendant longtemps. Tu as vécu de ça, c'est sa salle. La musique est aussi importante que le sport. Je ne suis pas très salle de sport parce que je suis asthmatique et donc je préfère être à l'extérieur. كنلقى هذاك الشيء اللي عنده خير خليه هو تيخبط فيهم ويقول لك شي ولا كنتسنى الموسيقى كنسمع كنعرف من الناس ما غنلقى لا موسيقى اللي كتعجبني. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Remixer. Oui. Écoute, je pense que ça va être un non. Non, je vais dire quelque chose. C'est vrai que la période du confinement, le premier confinement, m'a vraiment... Surtout que quand je voyais tous les grands DJ, surtout que des gens qui tournaient, des artistes partout dans le monde, tous les grands DJ du monde, tu les revoyais du jour au lendemain pendant un an. C'est terrible. Le monde de la nuit encore jusqu'à présent. C'est terrible, c'est terrible. C'est de la folie, mais après quand tu les voyais, ils ont toujours tous cherché à... On les voyait tous, que ce soit de Bob Sinclair, que ce soit... Guetta, Abdel... Je faisais des podcasts, Cut Killer qui est aussi bon. Putain, je parle de ma génération là. Tu vois, ils sont tous toujours en train de tourner aujourd'hui, de faire des podcasts, de faire des lives, des mix live. Et je l'ai demandé à mon frère. Je lui ai fait, j'ai envie de remixer. Il me dit, c'est vrai. Ok. Non, j'ai dit à mon frère, il me dit ok. Il me dit qu'est-ce que tu veux. Je lui fais, est-ce que je veux une table de mixage. Ça fait longtemps que j'ai pas mixé. Alors, en ce qui concerne la musique, je suis à jour. D'accord. Je n'ai jamais cessé de télécharger. En ce qui concerne le matos, ça a changé depuis. Est-ce qu'on est d'accord que ça a évolué de manière incroyable? C'est pas un problème. J'ai dit à mon frère, je voulais une table de mixage le lendemain, il m'appelle, il me dit viens la chercher. Je suis parti, je l'ai récupéré, j'ai même récupéré les baffes. Et il m'a pas donné l'ampli. Et... Ça m'étonne pas de lui. Chaque jour, faut que tu cherches. D'accord. Il est toujours en train de chercher. Et franchement, juste dernièrement, pendant le Ramadan, je lui ai fait, écoute, je voudrais remixer. Peut-être pas en soirée, mais je voudrais créer une chaîne ou bien... ça serait top. J'ai envie de le refaire. T'as son frère qui est pour moi la référence en termes de musique que j'aime. Le problème, c'est quand je lui dis j'ai envie de le refaire, il fait ok, on le fait. Ah oui. Il faut qu'il le fasse et qu'il nous redonne envie de ça, vraiment, sincèrement. Ça se perd pas, ça se lâche pas et tu ne peux pas du jour au lendemain. C'est impossible, tu peux pas toucher aux platines et du jour au lendemain dire
Là, ça fait. Je fais plus ça. Ça fait, non, oh, il est de West. Non, pas les placer. Impossible. Impossible. Donc, tu remixerais avec du matos de l'époque où tu mixais ou tu te mettrais à la page complètement, tu oublies les... Quoi, j'étais congelé, lui, ou quoi? C'est avec des platines. Non, ça... Est-ce que les disques, les tourne-disques, etc., ou tu te mettrais à la page, l'ordi, tu connectes l'ordi, etc. Tourne-disque. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est matériel informatique et matériel, on va dire, de musique, ça change énormément. Maintenant, les BPM, ils se synchronisent automatiquement. On va avoir le grand débat. Un jour, on ramènera les gens pour ça. Voilà, là, bravo, Elika. Le débat, il faut l'avoir. Parce que la technologie, pour moi... Est-ce qu'elle enlève le charme? Mais si elle enlève le charme, pour moi... C'est pas de la musique. Il y a eu deux phénomènes. Bien sûr, phénomène technologique, qui a permis à ce qu'on écoute de la très bonne musique, la musique électronique et tout ça. Il y a du très bon, très bonne musique dedans. Mais ça a aussi ouvert, comme tout, à des pseudo-personnes qui se pensent DJ et qui mettent deux clés et qui font semblant de mixer. Tout est automatique. Et tout est automatique et qui finalement... Parce que être DJ, à l'époque des premiers DJ, c'était surtout la culture musicale. À Tichinahie, tu arrives dans une soirée ou dans une boîte de nuit et que tu as derrière toi 500 vinyles et que tu ne sais pas ce que tu vas mettre. Tu habites au Maroc et tu avec trouves pas les vinyles. Et va les acheter. Viens avec deux malles. Deux malles de vinyles. Et passe la douane, rentre et tu les portes. On va a tous chercher vécu les ça. magasins de vinyle et commence à... Mais quel plaisir. On passait des journées à écouter de la musique, à arriver en soirée, passer la musique et voir les gens réagir à cette musique et te dire comment je... J'ai beaucoup mixé avec Faz. Avec mon frère, avec mon frère. Et mon frère a appris et a grandi avec eux, on a touché, est devenu DJ comme eux, mais c'était exceptionnel. C'est exceptionnel. Faut voir quand on va. Et ça fait 2-3 soirées, mettre de l'argent de côté, prendre un billet d'avion, aller en France, tu appelles deux potes DJ là-bas qui te disent ok, attention, les arrivages c'est tous les jeudis, il fallait que tu sois pareil tous les jeudis. Pour faire quoi? Pour tourner, tu sortais le matin très tôt, tu prenais pas un café à l'époque, tu prenais ton petit déj, il fallait que tu tapes entre telle et telle heure ici. Pourquoi? Parce que tu t'arrivais à l'entrée, tu avais tous les DJ de la ville qui attendaient pour venir écouter les derniers morceaux. Après, il faut que tu passes chez un autre. Alors quand on savait que tu viens du Maroc, la nana de... je n'oublierai jamais celle-là. Reda, il m'a compris. J'arrivais dans un endroit, la nana cherchait à chaque fois me refourguer de la merde. Tu viens d'où? Du Maroc? Bah ça passera très bien chez toi. Ça passera très bien. Ça passe crème, ça. Et tu sais quand j'arrivais pour venir écouter les disques, parce que tu as l'occasion de venir écouter les disques avant, tu les mettais dans un bac. Et tu écoutais. Et à chaque fois que je venais, j'arrivais les jeudis, je sais pas, mercredi ou jeudi, et tu avais tous les DJ de Paris qui étaient là pour venir... pour récupérer leur vinyle. Alors, si tu n'étais pas à l'heure, si tu étais parmi les premiers, tu te retrouves avec, je sais pas moi, un disque RD, mais t'en fait croire, tiens, c'est le dernier de Dorothée remixé. On te refout de la merde, ils savent pas comment les choses fonctionnaient. Et mon frère, une fois, avant de partir à Paris, mon frère était sponsorisé par une très grosse marque. Je peux dire non, Blache. Ouais, bien sûr, on s'en fout. Mon frère était sponsorisé par Newmark. Qu'on embrasse d'ailleurs s'il veut sponsoriser. Mon frère était sponsorisé par Newmark et il m'avait donné une platine portable. D'accord, pour écouter sur place. Toute petite. Je lui fais à chaque fois que je souffre, il me dit prends cette platine. Il me l'avait donnée et moi je rentrais. Il n'y avait pas de platine, c'est pas grave. J'ouvrais ma petite valise, j'avais ma petite platine et j'écoutais. Et tu voyais tous les DJ qui... Qu'est-ce qui sort celui-là? J'étais l'inspecteur gadget. C'était un truc. Parce qu'il y avait des versions qui sortaient qu'en vinyle. Les versions musicales qui sortaient qu'en vinyle. Donc tu pouvais les trouver qu'en vinyle. Donc tu prenais 3-4. Tu te retrouvais avec 200-300 vinyles. Il fallait rentrer au Maroc. Et... C'était génial parce que le DJ, c'était ça son rôle. C'était pendant la soirée de gérer ça. Aujourd'hui, quand tu as tout déjà sur l'ordi, quand tu as tout déjà sur Smitho, ça enlève le lien. On s'adapte à Youssef. On est dans les. La règle, à un moment donné. Je préfère venir en soirée. Léger. Avec deux clés USB. Non, je parle pas mais c'est ce que j'ai dit, c'est exceptionnel. Faut pas qu'elle te plante. C'est exceptionnel. Mais ça a ouvert le champ à des personnes qui, avec deux clés, commencent à dire qu'ils sont DJ. Bon, après, c'est autre chose. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis, moi, le lien musical s'est rompu à un moment donné. En tout cas, moi, une dernière chose, comme tu le sais très bien maintenant aujourd'hui, on n'a jamais eu autant l'occasion de parler de ça et j'espère que les gens ont apprécié toute cette discussion. Et quels sont tes projets futurs maintenant? Que ce soit surtout côté sportif. La salle, pour le coup... alors, tu as du crossfit et du sport de combat. Je sais que tu es à fond dans le crossfit. Là, je préfère le crossfit en tant que tel. Tous tes objectifs. En fait, tout ce on que tu as cherché... on pourra en discuter dans un autre podcast parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Je crois que tu me connais assez bien pour faire bref.
tu me connais assez bien, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras facilement et je ne baisse pas les bras. C'est que le Covid a tout changé. Exact. Le Covid a tout changé, que ce soit sur les... Je ne vais pas dire que je ne sais pas où on va, non, au contraire, je sais où je vais. La preuve, c'est pour ça qu'on a... L'objectif principal, c'est de, comme je le dis à tous mes amis qui ont des salles de sport ou autres athlètes, n'importe qui, il faut juste avoir la tête haute. Et ce n'est pas en cette période qu'il faut baisser les bras. Surtout pas. Surtout pas. Parce que si tu baisses les bras en cette période de Covid, avec tout ce qu'on est en train de vivre, tu ne seras pas capable de surmonter autre chose. Donc, tu vois, peut-être que le rythme est différent. D'accord ? Si tu montais la pente à 100 km/h, rien ne t'empêchera d'avancer si tu pars à 20 à l'heure. Rien, continue, ne baissez pas les bras. On gagne beaucoup, on gagne moins. Comme tout le monde. On fait survivre notre projet. On n'est pas en mesure de lâcher. En même temps, moi, on s'adapte surtout. On fait confiance à notre ville, on fait confiance à notre pays, on fait confiance à nos dirigeants, à tout ce qui se passe. Notre gouvernement fait son boulot, on s'adapte et alhamdoulilah, on est là où on est et ça fonctionne assez bien. Super. Donc, ça pourrait aller mieux. Bien sûr, Inch'Allah, ça ira que mieux. Inch'Allah, ça ira que mieux. Comme je dis, exactement, parce que d'autres sont dans d'autres situations. On garde la tête haute, on fonctionne et je suis confiant que tout ça passera. Et donc ta salle est actuellement ouverte. Oui, elle est ouverte. Je suis au quartier industriel de Hennada. J'ai une académie. Je suis copropriétaire d'une salle de sport de combat qui est du kickboxing, de la boxe anglaise. Et du MMA. Et du MMA, ainsi que j'ai une autre partie qui est le CrossFit. D'accord. Voilà. On mettra dans les commentaires, dans Bien sûr, la description, toutes les références. Voilà, de toute façon, sur les réseaux sociaux, il y a hashtag. On mettra le lien. CrossFit Rabat et Elite Headquarters. Et tous les âges sont. Alors, si les gens ont des enfants de 6-7 ans, pas de problème, ils peuvent venir. Tout le monde. Ça a été difficile un petit peu pour les enfants pendant la reprise du Covid parce que, bon. Oui. Les parents étaient un petit peu effrayés d'envoyer c'est normal, normal. Nous aussi, on était effrayés, on ne savait pas comment est-ce que les choses allaient gérer. Aujourd'hui, on en rigole un petit peu comment est-ce que les choses avaient fonctionné au début. Bon, maintenant, c'est bon. Maintenant, on comprend. On comprend. Maintenant, on sait comment faire. Maintenant, vous avez acquis l'expérience, ça, c'est clair. Oui, surtout qu'on a été une référence en matière de sécurité sanitaire. De sécurité sanitaire. Tu as jamais écrit, toi, Oui, j'avais... mon frère Badr m'a beaucoup aidé. Il m'a vraiment orienté et je le remercie beaucoup parce que c'est jusqu'à présent, c'est grâce on a établi une fiche de conduite pour le post-Covid et m'a beaucoup aidé dessus. Beaucoup de gens s'en ont inspiré. Moi, j'ai vu des amis de Kazan qui avaient une salle. Même quand je me faisais contrôler, et c'était... Tu sais, à un moment donné, j'étais content de me faire contrôler. Pour voir si j'étais au top. Si j'étais au top. Et parfois, quand je venais me faire contrôler, on était heureux de les recevoir parce que quand ils voyaient les choses qui étaient tellement bien organisées, ils disent ah ok, bah même ce détail on l'a oublié. Bah écoute, c'est pas mal. C'est top. Et tu vois, j'avais, c'était encourageant, c'était motivant pour continuer. Bon, bah, après, il faut s'adapter aux conditions. On est toujours à 50% de notre capacité. Les gens ne veulent pas. Je sais qu'il y a d'autres salles et d'autres gyms qui ont complètement zappé ça. Mais aujourd'hui, dans mon gym, à CrossFit Rabat et à Elite Headquarters, on est toujours à 50% de notre capacité. J'espère que ça va, Inch'Allah. Ils vont permettre au moins progressivement 75. Oui, j'espère bien. Parce que moi, mon cours de CrossFit pouvait aller entre 25 à 30 personnes. Aujourd'hui, je limite à 12, maximum 14 personnes. Tu vois. Et je rajoute des heures supplémentaires. Il faut s'adapter. À un moment donné, ça m'handicapait un peu parce que tu ne peux pas prendre plus que la capacité de clients que tu avais parce que justement, on n'avait pas où les caser. Bien sûr. On est à Rabat, on est dans une zone administrative. Les gens viennent sont libres au même à partir moment. de 16h30, 17h. الناس كيقول لك اخويا نقدر نجي نتري هنا ملي كيتكبوا عليك 50 60 الناس يا با بروبليم تكرفصنا نخدموا حتى ل 10 د الليل ولكن شنو غادي يجي كان الكوفر فو ما تقدرش تخدم exact. Donc Inch'Allah, j'espère qu'on va aller est-ce que les gens peuvent passer te voir un peu ce que ça donne, tester par exemple, faire bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui est disponible? Bien sûr, tu peux venir. Bon, le CrossFit c'est différent. Le CrossFit quand tu viens, déjà toutes les personnes qui appellent pour avoir des renseignements sur le CrossFit, déjà bon, il y a les réseaux sociaux, il y a notre site web crossfitrabat.com. Et moi, ce que j'encourage énormément, c'est quand quelqu'un, surtout que
les gens, ça a complètement changé la perspective des gens au niveau après le confinement. C'est que tout le monde voulait reprendre une activité physique parce que tout le monde a su que ça devait être une priorité d'être en bonne santé. Aujourd'hui, moi, ce que j'adore, c'est que quand je vois que ces gens-là, c'est que les mentalités commencent à changer. Bien sûr. C'est que les gens commencent à plus prendre soin d'eux, à donner une priorité au sport. Exact. Sur qu'autre chose. Déjà, les gens passent de moins en moins de temps dans les cafés parce qu'ils n'ont plus le temps. Ouais. Ils ne peuvent pas en plus. Ils ne peuvent pas. Oui, même quand ils ont la possibilité. Tout le monde sort à 16h30. Les embouteillages, ils se retrouvent assis dans un café pendant 15 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Autant m'orienter vers une salle de sport. Ma salle est très accessible parce que je suis en plein centre de quartier industriel. Tu viens de Salé, c'est rapide. Là, l'accès, il n'y a aucun problème. Tu as l'autoroute, c'est rapide. La plupart qui viennent de... Oui, c'est accessible de partout. Tu vois ce que je veux dire. Donc, les gens viennent, font leur sport. Et voilà, moi, notre objectif principal, c'est juste de... Et là, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que depuis le confinement, il y a énormément de personnes qui ont cherché à appeler, voir ce que c'était que les sports. On oriente les gens. Quand les gens viennent te voir et te disent je veux faire du sport Kangoulé. Ok, est-ce que tu sais où tu viens? Ah oui, on est dans une salle de sport de combat et de crossfit. Est-ce que tu sais ce que c'est que le crossfit? Que non. Donc, ok, ça, tu parles au téléphone. Moi, je ne présente jamais mon concept et ma salle par téléphone. Tu viens venir voir. Te déplacer. J'encourage la personne. Pourquoi ils me disent tu sais, j'ai pas le temps. Je fais ok, tu n'as pas le temps de venir. Tu as le temps, tu veux faire du sport, mais t'as pas. Non, tu vois ce que je veux dire. Donc Kangoulé, ok, je vous encourage, motivez-moi, montrez-moi que vous voulez vraiment faire une discipline de sport, mais venez me voir. Donc, comme j'ai dit aux gens, vous voulez faire une activité physique, venez me voir d'abord. Montrez-moi que vous êtes motivé. On fait la présentation, on fait la visite de la salle, on explique ce que c'est que le CrossFit. Comment ça se passe? Quel est le déroulement? Et le prix, généralement, on n'en parle jamais. Tu vois ce que je veux dire? J'explique le genre. J'essaie de détecter chez la personne si elle est vraiment prête à vraiment se lancer dans une activité physique. Mais chez Rja, on en voit de tout. Donc, on pousse les gens, on les oriente, et généralement... Et ça change beaucoup quand tu te fais sincèrement, encore une fois, bon, bien sûr, l'amitié joue beaucoup en ce que je vais dire, mais je le dis sincèrement, ça change beaucoup quand tu as affaire à des passionnés. Ah oui. Ça change énormément. Quand je vois la salle de ça fait un moment. Youssef, elle n'a pas besoin de moi pour se faire connaître et elle est bien installée à Rabat. Mais on sait que c'est un lieu de travail. Moi, j'adore ce mot. C'est que les gens, quand ils y vont, tu vois, je vais entraîner chouïa. Pour répondre à ta question... Là-bas, ça rigole pas. Et c'est top parce que tu viens... c'est un plaisir de venir te dépasser, c'est très communautaire, ils s'entraident entre eux. Moi, vraiment, sincèrement, je kiffe l'ambiance. Pour répondre à sa question, sa première remarque, c'est qu'il n'a pas de... J'ai personne à l'accueil. Là, c'est les Houanisha. Bibi. Écoute, c'est super. Ça, c'est mon associé et moi. Super. On s'occupe des gens. Super. Et je ne pourrais jamais faire confiance à quelqu'un à venir présenter mon concept. Mon concept, notre concept à nous. Moi et Mouna, que je salue, personne ne pourrait présenter la chose mieux que nous. Super. Écoute, c'est super. C'est génial. Bon, écoute, magnifique. Alors tu peux ouvrir, s'il te plaît, ce truc, parce que depuis tout à l'heure, je regarde. Il veut me foutre à poil. Tu peux ouvrir son truc. Ah oui. Attends. Alors moi, je bouge pas. Je bouge pas. On va faire comme s'il n'avait rien dit. Tu la couperas au montage. Attends. Je suis allé. Tu vas déglinguer. Ah ouais, bon voilà. C'était quoi la dernière phrase? Oui, j'invite tout le monde à venir et à visiter mon club. C'est au quartier industriel de Hanna. Alors, moi, je sais que tu as lancé ta marque de fringues. Oui, alors. Alors, pour le coup, je le dis. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Attends, il voulait dire autre chose. On est connecté. On est bon. Alors. Là, moi, je dis, franchement, il m'en a parlé avant et tout. Je lui dis, moi, ça me fera toujours plaisir de recevoir ceux qu'on reçoit et que, disons, des projets personnels, des choses qu'ils veulent faire et tout, c'est avec un grand plaisir. Avec Jawad, on est d'accord avec ça. Tout à fait. Parce qu'on est à un point où il faut que tout le monde s'entraide, il faut que tout le monde donne un coup de pouce. On n'est pas dans pour le coup, c'est cet esprit-là. Lija, qui veut présenter, et là, pour le coup, ça reste dans le même thème. Et donc, depuis quand c'est disponible? Est-ce que... C'est pas disponible encore. D'accord, très bien. Je vais pas dire donc ça, c'est des exemplaires... C'était pas sur un coup de tête. D'accord. J'ai voulu lancer... j'ai voulu créer ma propre marque. Je sais pas, au début, peut-être c'était fait pour triper. Tu vois, je voulais le faire. Mais alors, ça s'appelle... Cage Street Ring. Cage qui fait référence à ma passion. D'accord.
cage, le MMA, la cage. Le ring, kickboxing. D'accord. Street. Style. Vaut mieux pas qu'il dans la street. Non. Street, c'est plutôt. Allez, la self-défense. Voilà, ça passe mieux. Ah, c'est Trois plutôt le endroits, style. vaut mieux pas le croiser. C'est plutôt le style. J'ai lancé, Vas-y. j'ai fait quelques petits modèles que je suis en train de. Bah écoute, on est d'arranger. impatient. Dès que tu les as, tu repasses quand tu veux. Inch'Allah, marche c'est pas avec. encore commercialisé. Des je suis échantillons en train de gratuits, juste on de- est prêt, on est là. Moi, je mets du XL, malgré les apparences. انا عارف اللي ما كاين انا لا اكسل ايش بالاكسل Voilà, là, لا، XL. لا، Moi, je mets du XL. en tout mais cas je rentre. خايف هاد Merci à vous, C'est un les gars. plaisir. Écoutez, C'était, ce qui est génial très avec vous, agréable. c'est que j'ai passé un très très bon Bah, moment écoute, avec vous. également. super. Ça m'a permis. Bon, déjà, on ne se sent pas dans un. Moi, je suis venu avec l'idée Ouais. d'installer le train. Non. C'est très C'est convivial. vraiment c'est pour le très- coup Je me suis senti à l'aise. Vous m'avez Et- poussé peut-être à parler de choses. C'est La bien, preuve. super. Franchement, j'allais me dire, je vais me contrôler. J'ai pas envie de parler de ça. J'en ai jamais parlé. Mais je vais bah, parler c'est de super. choses qui me tournaient Ça nous qui me fait touchaient à plaisir. cœur. Je Ouais, suis. écoute, super, tant mieux. Je vous remercie beaucoup. Tant mieux. Merci les gars. Bah, Merci écoute, Jawed. voilà, bah, écoute, merci à tous. Bah, écoute, c'était un premier épisode avec Fahd. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Comme on dit, tu as repasses quand essuyé les veux. plâtres. Hein. Dans le métier, tu as essuyé les plâtres. Voilà. Et Inch'Allah, دخل علينا صحيحة بصحة والسلامة. والسلامة. Et cette authenticité, Voilà. c'est ce qu'on veut Ça garder. reste entre nous. ما تنساوش. hein. Ça reste entre nous. Mais Ça pas reste trop entre quand nous, même. je suis Partagez, likez, etc. S'il te plaît, je vous fais confiance, les gars. باش تفهموا. Là, Ça reste je vais entre dire nous. comme ça, la prochaine fois, tu as plus de son.